Vers 8 mois, je me suis aperçue d'un retard de développement, en fait. Donc... Traduisais comment? Ben, ça s'assoit pas vraiment. Tu sais, il y a un âge, je pense, 8-9 mois, tu sais, il faut qu'il se tourne du ventre au dos. L'inverse, là, c'était comme ça se passait pas. Tu sais, moi, mon frère a eu une déficience intellectuelle quand le monde ou la société a dit qu'il y en avait une, dans le sens où, dans ma maison, dans notre chambre, parce qu'en plus, on vivait dans un appartement à Québec, là, tu sais, on était dans la même chambre, on partageait les mêmes choses, les mêmes jouets, on était comme... Là, moi, c'était juste comme mon petit frère qui me tapait sur les nerfs des fois ou que j'aimais d'autres fois, comme n'importe quelle autre fratrie. Puis, mais il n'y avait pas de différence notoire. Au phare, on est aussi dans l'accompagnement après le décès, dans tout ce deuil-là qui va durer tout le restant de leur vie, à ces parents-là, ces grands-parents-là, ces frères et sœurs-là. Donc, nos services, notre mission ne s'arrête pas au décès. Notre mission, elle continue. Puis on continue à les tenir par la main, puis à les accompagner dans leur deuil, puis à leur offrir du soutien. Bonjour, ici Marina Orsini et bienvenue à la 5e saison des Histoires qui résonnent, le balado des proches aidants, qui est un balado produit par l'Appui pour les proches aidants, qui est un organisme qui vise à améliorer la qualité de vie des personnes proches aidantes et à faire reconnaître leur rôle essentiel dans notre société. Cette semaine, nous allons explorer ces moments où la vie emprunte un chemin différent de celui qu'on avait imaginé. Quand on accompagne un proche avec des besoins particuliers, le quotidien prend une autre forme, les transferts du fauteuil au lit, les rendez-vous médicaux qui s'accumulent, l'appartement supervisé qu'on visite chaque semaine aussi. Il y a les soins complexes qui demandent parfois de la formation spécialisée et la réalité difficile aussi d'accompagner un enfant dont la vie sera écourtée par la maladie. Alors, comment les familles s'organisent-elles concrètement? Qui prend quelle responsabilité? Comment trouve-t-on aussi l'équilibre entre protéger et laisser grandir? Et comment accompagne-t-on avec dignité quand le temps est compté? C'est ce que nous allons découvrir aujourd'hui avec, entre autres, Élise Cormier, qui est maman de Théo, 10 ans, qui vit avec l'autisme et aussi une paralysie cérébrale qui ne peut plus le porter seul. Il y a le comédien Vincent Guillaume-Otis, dont le frère, Jean-Sébastien, vit maintenant en appartement supervisé. Et également Ariane Parent-Lemay du Phare, qui accompagne des enfants gravement malades et leurs familles vers une fin de vie. Alors, 3 réalités, 3 façons de s'adapter au quotidien. Bienvenue au balado des proches aidants. Aujourd'hui, nous débutons l'épisode avec la maman, je vais dire ça comme ça, la maman de Théo et de Tom, et ça me fait vraiment, vraiment plaisir parce qu'on jase depuis tantôt. Là, j'ai hâte qu'on partage ça avec vous. Je dis bonjour et bienvenue à Élise Cormier. Bonjour. Merci d'être là. Ça me fait vraiment plaisir. Merci de l'invitation. C'est précieux, vraiment. C'est toujours impressionnant quand les gens acceptent notre invitation parce qu'on vient partager une bonne partie très intime de notre vie en face. Ouais. En fait, je dirais. Et on va parler de tes enfants. En fait, Théo qui a 10 ans. Oui, qui vient juste d'avoir 10 ans. Puis Tom, il a 3 ans. Ouais. Toi, tu as eu ton premier fiston, tu avais 30 ans, c'est ça? Oui, exact. Exactement. Ouais. Et tu as accouché prématurément. Oui, c'est pas considéré comme grand prématuré, mais j'ai accouché à 34 semaines. Fait qu'un bon 6 semaines d'avance après un spectacle. Ah, que tu faisais toi? Oui, que je faisais. Les comédiennes et chanteuses aussi. Fait que, oui, tu étais sur scène. En fait, je sortais de scène, puis en arrivant chez nous, ça s'est mis à couler. Fait que là, j'appelle la sage-femme. La sage-femme vient faire des tests. Finalement, elle dit, je pense qu'on va aller à l'hôpital, tester, voir qu'est-ce qui se passe. Finalement, j'ai crevé mes os. Là, j'imagine que tu n'as pas joué le lendemain. Hein? Non, c'est fini, là. C'était fini, là, la course run. Dès le lendemain soir. Mais tu sais, ça, c'est pas étonnant des fois quand même. Non, mais non. J'ai pris ça relax à l'hôpital. Mais c'est ça. Fait que j'ai accouché. En fait, Théo, il était top shape quand il est né. Mais c'est ça. Est-ce que on va partir du début. Oui. Mais est-ce que tu as eu une belle grossesse? Oui. Somme toute, grossesse normale, tu sais, maux de cœur, symptômes qui semblaient faire partie des symptômes habituels. Oui. Puis à l'accouchement, ça a été long. Ça a été quand même difficile, douloureux. Mais si ça arrive. Ben oui, là, comme je encore pense là. En général, les accouchements. Puis vous, les 8 premiers mois, ce que j'ai compris, c'est que la vie semblait se dérouler normalement, là. Oui. Puis même, c'est ça, jusqu'à l'accouchement, même post-accouchement. Parce que nous, quand il est né, tout était normal. Absolument aucun signe là, d'un handicap quelconque. Fait que... il se développe bien, il répond bien à tous les tests. Parfait. Merci, bonsoir. Qu'est-ce qui est arrivé à 8 mois?
Vers 8 mois, je me suis aperçue d'un retard de développement, en fait. Donc. Traduisait comment? Ben, il s'assoit pas vraiment. Tu sais, il y a un âge, je pense, 8-9 mois, tu sais, il faut qu'il se tourne du ventre au dos. L'inverse, là, c'était comme ça se passait pas. Fait que je me suis dit, ben, je vais appeler une physio. Je vais aller au privé voir. Puis moi, dans ma tête, la physio allait genre. Replacer ça, là. Oui, je me suis dit, il doit y avoir quelque chose de coincé dans le dos, tu sais, je sais pas. Oui, on penserait ça. Ben, oui. Puis moi, j'ai pas d'handicap autour de moi, là. Tu sais, j'ai pas. Oui, c'est pas référence dans ta famille. Non, absolument pas. Puis je connais pas ça non plus. Fait que, tu sais, il n'y a pas de symptômes ou de signes que j'aurais fait comme, oh mon Dieu, là, c'est inquiétant. Puis même la médecin, en fait, sa médecin a dit, bah, il est peut-être paresseux, tu sais, on va lui donner du temps. Ouais. Tout ça. Mais la physio que j'ai trouvée travaille à Sainte-Justine, tu sais, qui est probablement entourée d'enfants qui ont des handicaps et tout ça. Fait qu'elle est venue quelques fois, puis elle a dit, je vais te référer à un physiatre. OK. Elle a dit d'un coup qu'il a besoin d'orthèse ou quelque chose. Fait que là, on s'en va au physiatre, moi puis mon chum de l'époque, le papa. Puis finalement, écoute, il a pris, c'est Pierre Marois, qui est très réputé là, dans le milieu des enfants handicapés qui ont une paralysie cérébrale, en fait. Il a pris Théo par les mains à peu près 10 secondes, 10-15 secondes. Puis il a fait, ben c'est une paralysie cérébrale. Ah, mon Dieu, aussi. Ah ouais, c'était vraiment. Simplement que ça, là. Il vous a annoncé ça de même en 10 secondes. Oui, ben, tu sais, avec douceur et tout, mais c'était comme, tu sais, pas aucun doute possible. Là. Fait que moi, on dirait que d'emblée, moi, j'ai éclaté en sanglots parce que pour moi, c'était les Télétons Enfants Soleil, là, tu comprends? C'est comme l'image, c'est une paralysie cérébrale dans ma tête, c'est très lourd, et c'est très lourd, en fait. Là. C'est pas du tout banal, mais... Puis, son papa, lui, c'était plutôt... bon, on sait ce qu'il y a. C'est comme... C'est déjà une bonne nouvelle. On ne cherche plus, on le sait. Oui, exact. Fait qu'on est reparti avec ça. Mais lui, c'est plus tard qu'il a craqué. Hein? C'est ce que j'ai cru comprendre aussi. Ouais. Alors, à partir du moment, Élise, où tu repars chez vous, c'est sûr que tu as la tête grosse de même. J'imagine, est-ce qu'on t'a référé à des endroits pour avoir des services? Comment ça s'est passé? Ben, tu sais, ils nous réfèrent au CLSC. Fait que dans le fond, c'est d'appeler au CLSC, mais écoute, je sais pas si c'est mieux en ce moment, là. Mais moi, il y a 10 ans, c'était un petit peu la maison des fous dans le sens que on dirait que personne ne savait où me transférer. Fait que finalement, mon dossier avait été envoyé au mauvais département. Fait que j'ai attendu 3 mois. Mais tu sais, t'es des mois à... Je sais pas quoi faire. Tu sais, parce que là, t'as pas d'instruction par rapport à comment faire avec ton enfant. T'as pas un mode d'emploi ben vous, votre cheminement, ça va être différent. Puis voici les marches à suivre. Là, c'est comme, ben allez vous inscrire au CLSC, puis ils vont vous expliquer les ressources. Mais... Et est-ce que c'est ça qui est arrivé? Pas vraiment, non. Finalement, ce qui est arrivé, c'est que j'ai trouvé un organisme absolument incroyable. Oui, je l'avais noté, ça. L'Étoile de Pachot. Exactement, l'Étoile de Pachot. Et c'est une C'est une maman. Ah, c'est une maman. Je pensais que c'était une des employés, là, une des voyons, comment on les appelle? Ben, intervenante. Oui, merci beaucoup. Je cherchais le mot intervenante. Je pensais que c'était une intervenante. Non, c'est une maman. En fait, c'est toutes des mamans qui sont intervenantes. Moi, j'ai travaillé là aussi comme intervenante. OK. Mais non, c'est Nathalie Richard qui a un enfant lourdement handicapé qui a bâti l'organisme par manque de services du gouvernement. Elle a décidé de mettre sur pied cet organisme-là pour aider les parents qui sont errants puis qui savent pas c'est quoi les ressources. Fait que eux, ça a vraiment changé ma vie. Là. Puis ça a pris un certain temps, voyons, Élise, pour lui donner, pour le caser, ton fiston. Hein, il va dans quelle case? Là? C'est quoi, lui, son affaire? Ça a été ça, ce 3 mois-là là, que tu dis que tu cherchais un peu... C'était plus au niveau des ressources. Ouais. Mais en fait, la paralysie cérébrale, c'est comme si on ne sait pas comment ça va se développer. T'sais, puis même le physiatre, au début, il nous a dit « Ah, ça sera pas un cas de chaise roulante. » Il veut peut-être qu'on garde espoir aussi. Là. Puis c'est correct de pas savoir exactement. Puis c'est vrai que Théo, il n'y a pas de déficience intellectuelle. Il y a un retard d'apprentissage. Il y a un retard d'apprentissage parce qu'il y a aussi un TSA comme diagnostic. Donc, spectre de l'autisme. Exact. Fait que c'est comme si on ne sait pas comment ça va se développer, on ne sait pas c'est quoi les atteintes. Fait que dans le fond, selon les atteintes au cerveau, on le voit au fur et à mesure. Est-ce qu'il va parler? Est-ce qu'il parle? Oui. La question que je vais te poser, aujourd'hui, il a 10 ans. Ouais. Comment il est? Comment il va? Ben là, nous, à 2 ans, on a découvert qu'il avait une oreille absolue. Puis ça a été comme... Musical, là? Oui, musical. Il est doué, il a ce don-là. Écoute, il parlait pas encore.
Puis là, tu sais, moi, je faisais de l'éveil musical, je suis musicienne. Fait que là, tu sais, je m'assoyais au piano, puis là, je faisais la petite gamme avec lui. Puis là, il y a un matin, il se lève, puis, tu sais, je joue, mettons, une note, puis là, on l'entendait « fa ». Une autre note, voyons donc. la bémol. Hein? Et puis, voyons donc. Fait que là, on le testait comme ça, mais là, ça a fait en sorte qu'on s'est dit « OK, mais il est tout là, là. Il est tout là, là. Il nous parle pas encore, mais... » Il est pas enfermé dans un monde. C'est ça. Puis après ça, il s'est mis à parler. Mais oui, aujourd'hui, c'est sûr que c'est ça. Il y a un retard de langage. Il est obsédé par la musique. Fait que lui, il écoute de la musique puis la radio sans arrêt. Là. C'est vraiment ça, son champ d'intérêt principal. Mais il communique avec nous. Tu sais, il va être moins dans l'échange. Mais c'est ça. Il n'y a pas de déficience. Il adore les langues. Tu sais, il apprend quasiment bilingue. Fait que donc, toute la petite enfance, est-ce que, je sais pas, es-tu allé à la garderie? Est-ce que tu as dû trouver une garderie avec des soins spéciaux, avec des services? C'est très compliqué. Ouais. C'est ça qui arrive. Mais oui, parce que c'était un enfant qui a fait beaucoup, beaucoup de crises, qui était probablement en surcharge, là, tu sais, sensorielle. Donc, j'avais au début trouvé une garderie en milieu familial. Puis finalement, ils nous ont mis à la porte 2 semaines d'avis pour dire que ça ne sera plus possible. Fait que là, après ça, moi, j'ai fait du porte-à-porte de garderie de mon quartier sans arrêt. J'ai pas trouvé. Personne ne voulait le prendre. Puis moi, dans ma tête, c'était ça aussi. Je me disais, il doit y avoir des places pour les enfants handicapés. Puis, mais non. Non, j'en ai pas trouvé. Fait que finalement, j'ai trouvé un autre organisme qui s'appelle « Je me fais une place en garderie ». Puis eux, ils s'occupent d'aider les familles. Puis on a trouvé une petite garderie dans le quartier qui a pu l'accueillir. Puis eux, ils ont des subventions aussi là, pour nous accompagner là-dedans. Puis après ça, il est rentré en maternelle 4 ans dans une école spécialisée Victor Doré à Montréal. OK. Fait que ça, c'est vraiment... il y a la physio sur place, l'ergothérapie. C'est vraiment une école pour lui. Là. Oui, il y a tout sur qui place. est affilié à l'hôpital, dans le fond. Là. Fait que... Ça a été relativement simple. D'entrer, là, où j'imagine tu as fait beaucoup de recherches de toute évidence, mais une fois rentré, là, je veux dire... Ça a dû être un soulagement pour toi, là, oui, entre autres. Ah oui. Bien, la chose principale, c'est qu'avant l'école, c'est moi. C'est moi qui fais les rendez-vous, tu comprends? Fait que moi, j'ai pas choisi là, d'être une physiothérapeute. Il faut que je l'accompagne 3 fois par semaine à ses rendez-vous d'ergo, à ses rendez-vous de physio, en orthophonie. Fait qu'avant l'école, mais c'est ça aussi, souvent les mamans, ça peut être les papas, mais ça arrive que c'est souvent les mamans qui travaillent moins, au final, quand on a un enfant handicapé, parce que ça demande du temps. C'est du temps plein, en fait. Avant de trouver des places qui leur conviennent, il faut pallier à ces besoins-là. Oui. Parce qu'après ça, c'est pris en charge à l'école. Fait que ça a été vraiment un grand soulagement de OK, je peux retrouver ma vie un petit peu. Là. Fait que dis-moi, toi, à travers ça, parce que c'est le balado des proches aidants. Hein? Oui. Alors, tu sais, toi, la maman, la femme, la fille, l'amoureuse, la conjointe, tu sais, toi, au départ, t'as craqué, t'as cassé, ton chum était debout, solide. Après ça, ça a été à son tour à lui. Ouais. C'est quoi, quelques mois, quelques années après? Non, quand même, à court terme, à un moment donné, je suis rentrée dans l'appart, puis là, je l'ai trouvé effondré en train de googler, là, tu sais, de lire. Chercher c'est quoi la paresse cérébrale. Fait que là, je pense qu'il a juste compris que c'était grave, puis que c'est à vie, là, tu sais, c'est pas quelque chose qui va guérir. Oui, il va s'améliorer. Est-ce que tu sens qu'il y a des améliorations? J'imagine qu'il y a eu des phases, il y a eu des étapes. Est-ce qu'il y a des moments où il régresse beaucoup, puis ça s'améliore? Oui, c'est comme... Je m'aperçois que c'est comme plein de deuil, tu sais. Avoir un enfant handicapé, c'est comme... Ça a été quoi, ce parcours-là, pour toi? Donc, plein de petits deuils tous les jours? Pas tous les jours, mais comme on dirait par étapes. Tu sais, au début, c'est sûr, là, le deuil du bébé qui court partout. C'est mon premier enfant. Fait que là, moi, je fantasmais sur... il va venir me rejoindre dans mon lit le matin. Puis on va aller au parc. Là, je voyais les petits gars jouer au ballon dehors. Fait que là, c'est le premier deuil de... OK, ben je vais jamais jouer comme ça, tu sais. Mm-hmm. Après ça, on savait pas, la chaise roulante. Moi, dans ma tête, Théo allait rentrer en maternelle dans l'autobus debout. T'sais. Sac à dos sur le dos. Oui, c'est pas ça qui est arrivé. Fait que là, c'est comme... En chaise roulante. Oui. Donc, très rapidement. Oui. Après, mettons, 3, 4, 5 ans, on fait de la marchette, on s'essaye, on travaille fort, on fait plein d'affaires en parallèle pour essayer
sais, moi, c'était comme on lui donne le plus qu'on peut pour son autonomie, puis pour dire on aura tout essayé. T'sais. Fait que là, la chaise roulante, ça a été un autre gros. Une grosse étape. Oui, une autre grosse étape de faire bon, ben, ça va être ça. T'sais. Puis lui, dans tout ça, Élise, comment il a été, Théo, dans ce parcours-là? Parce que là, il y a 10 ans, là, il est conscient de tout ça. Il parle quand même. Il parle. Même si si il peut-être a un conscience à différence, tu sais. Ah ouais, hein? Oui. Il m'a jamais dit pourquoi moi, tu sais, jamais, là. Puis tu sais, c'est sûr qu'il va dans une école avec des amis en fauteuil. Bien sûr. Il se reconnaît, là. Mais, puis tu sais, il est pas... lui, il est bien dans son fauteuil, là. Tu sais, il manie maintenant, puis il peut se déplacer. Fait que pour lui, quand on fait des exercices à la marchette, c'est comme... ça, c'est exigeant. Oui. Fait que là, je suis comme, en ce moment, je suis comme à la croisée des chemins, on dirait. Est-ce que je veux plus que lui, tu sais? À un moment donné, est-ce que je m'acharne? Est-ce que... Mais plus, ça veut dire quoi par rapport à Théo, dans le sens où... Dans le sens qu'il est bien. Tu sais, c'est comme... Parce que sa situation, je veux dire, ça se guérira pas. Ça se guérira pas. Mais c'est comme si la balle est un peu dans notre camp de... Faut le faire travailler, là, tu sais. C'est comme... Mais à un moment donné, on est essoufflé aussi, moi. Tu sais, j'ai moins de force physique. Il est rendu grand, il est rendu massif. Tu sais, ça aussi, c'est comme... J'ai moins la force de le faire, de l'entraîner à la marchette, puis c'est des transferts à chaque fois. Fait que c'est comme... Puis lui, en plus, si ça ne tente pas, puis que c'est difficile pour lui, tu sais, là, on est là-dedans, là. Tu sais, je parlais justement... Il n'est pas toujours proactif, là. Il n'est pas toujours non, volontaire, là. Pas du tout. Ouais. Pas du tout. Fait que c'est ça, je parlais tantôt avec sa physio, puis on en discutait, mais elle dit, je pense que c'est important de continuer juste pour qu'il soit mobile, tu sais, puis continuer à être en forme, parce qu'il est en santé. C'est ça. J'imagine, à travers ça, il est en santé. Il n'y a pas de médicaments, il n'est pas malade, mais il est en fauteuil roulant, tu sais, c'est ça. Il y a eu un deuxième petit bébé qui est arrivé, Tom, qui lui, là, Théo a 10, lui a 3. Fait que 7 ans plus tard... Mais je suis curieuse de savoir, est-ce que c'était voulu, cette deuxième grossesse? Est-ce que tu as vécu dans une angoisse et une anxiété profonde? Est-ce que au départ, tu as fait non, on n'en aura pas d'autres, c'est sûr? Ça a été quoi, ça, de penser à avoir un deuxième enfant quand notre premier est handicapé? Ça a pris 7 ans, justement. Okay. C'est comme... Ça a été traumatisant quand même pour nous. Là. Les premières années... ça a été quand même des arrêts de travail pour le papa, dépression. Ça a été très difficile. Et sur le couple et sur la vie en général. C'est pas vraiment normal. Là, c'est des grosses épreuves. Ouais. Ça devrait pas se passer de même. Ça devrait pas se passer de même. Non, non. Puis on y va, puis c'est nos enfants. Fait que ça a pris 7 ans, je pense, à guérir, l'entrée à l'école a vraiment aidé à juste, OK. À se placer, à placer notre vie dans tout ça. Oui, puis comme il y a une relève. L'école a pris un peu la relève des dossiers, tu sais. Fait que nous, on s'est comme... Ça l'a apaisé. Puis aussi, Théo s'est apaisé, tu sais, avec... Il a vieilli, il était moins en crise. Ben vous êtes apaisé. Fait que lui, ça l'a apaisé. C'est sûr. Mais Théo, il n'aime pas les bébés, mettons. Il n'aime pas les cris de bébé. Fait qu'il y avait tout cet aspect-là aussi de dire comment il va réagir. Mais si jamais on a un deuxième enfant, ça va être le chaos. Là. Ça sera pas possible. Et finalement, je me suis dit, là, j'avance en âge. On y va. On ouvre la porte. Si ça marche, ça marche. Finalement, ça a marché. Finalement, là... Mais est-ce que tu étais inquiète de savoir si ton bébé était normal? Est-ce qu'il y avait des possibilités qu'il ne le soit pas là, après avoir eu une grossesse? Il n'y avait pas vraiment de corrélation de faire, là, tu as plus de chances d'en avoir un deuxième. Fait que j'étais inquiète, mais pas... non, pas à genre m'empêcher de dormir. J'étais plus optimiste. Là. Je me disais... Belle grossesse. Belle grossesse. Bel accouchement. Correct. Est-ce que ça fait bien mal? Non, mais douloureux. Et là, ce petit chou-là qui est arrivé dans votre vie, puis comment Théo a réagi? Écoute, ça a duré 2 semaines à peu près, de genre, il voulait l'enfermer dans la toilette, là, parce que comment peux-tu le renvoyer? Puis finalement... Ils s'aiment, sont tellement cute. Là. Puis c'est Tom, il pousse sa petite chaise roulante. Puis des fois, il va chercher des jouets qui sont à terre. Trésor. Il a comme compris quelque chose. Ah oui. Puis ils ont une belle... Tu sais, ils jouent pas ensemble. Là.
Mais ils s'aiment, là, ils s'aiment. Puis ils se tiennent la petite main des fois. Puis, fait que ça a comme ramené un équilibre, Tom, dans ma vie, je pense. Ça me fait vraiment du bien. Parce que lui, tu l'as vu courir, puis tu l'as vu courir dans ton lit. Je pense que oui. Je pense que ça apaise. Oui. Ça apaise quelque chose. Est-ce qu'au cours de votre parcours, justement, est-ce que vous avez eu droit à des services? Est-ce que vous êtes allé vers des services? Qu'est-ce qui vous a aidé à, c'est le cas de le dire, à porter cet enfant-là? Ben, tu sais, l'Étoile de Pachot, honnêtement, là, oui, là, vraiment. Parce que c'est un réseau de parents, de pères aidants. Fait que c'est... Moi, j'ai travaillé là à peu près 5 ans. Fait que c'est d'avoir des gens qui ont passé au travers les mêmes étapes que toi qui te guident. Fait que ça a été vraiment... un soutien au quotidien. Oui. Puis encore aujourd'hui, là, tu sais, j'ai été à la recherche récemment d'un logement adapté. Puis c'est eux que j'ai appelé. Ils m'ont aidé à monter mon dossier. Ça devient une deuxième famille. Oui. Parce que c'est un monde, hein? C'est un monde d'avoir un enfant handicapé puis de se retrouver avec d'autres parents puis d'autres familles. C'est sûr que ça change la donne. Il y a de quoi qui guérit de ça, de te reconnaître dans l'autre maman. Tu sais, le fait que moi, j'en avais pas, là, des parents d'enfants handicapés autour de moi. Fait qu'il y a quelque chose de vraiment comme sécurisant de voir, OK, je suis pas un extraterrestre, là. C'est comme, il y a d'autres gens qui vivent le même quotidien que moi. Il y a une vie qui existe avec ça. Puis on finit par être capable de s'épanouir quand même puis de trouver des solutions. Puis, fait que ça m'a vraiment, vraiment aidé. Sinon, tu sais, on a découvert des camps de jour aussi qui ont pu accueillir Théo. Mais j'imagine qu'une fois qu'on est dans le réseau de ça, là, tout le monde se parle de tout. Puis il s'agit que tu sois dans une réunion avec ton groupe de Pachot qu'eux autres vont te référer à d'autres. Fait que là, c'est un monde qui se met en marche, en fait. Hein. Oui. Je pense que c'est ça la clé, là. Tu sais, mettons, tu as un enfant handicapé puis tu sais pas comment te sortir la tête de l'eau, c'est d'aller poser des questions, d'aller parler à des gens, puis c'est ça qui va te donner des outils pour avancer, là. Exact. C'est d'aller chercher des outils. Puis il y en a des outils. C'est ça aussi qu'on veut partager avec les gens, tu sais, parce que peu importe notre réalité de proche aidant ou de famille ou de maman, il y a des services. Il y en a des services. C'est que le monde, souvent, ils ne savent pas. Exact. C'est plate. Ça serait le fun de sortir. Mais maintenant, ils ont un nouveau programme à l'Étoile de Pachot qui est à Sainte-Justine puis au Children, je crois, dans les hôpitaux pour donner les ressources aux parents. OK. Une fois qu'ils ont autres se sont implantés dans le milieu hospitalier aussi. Oui. Il y a comme, en tout cas, un nouveau programme qui existe, puis je trouve ça merveilleux parce que... Toi, tu n'avais pas ça à l'époque. Moi, j'avais pas ça, puis, tu sais, tu sors de là comme... C'est traumatisant quand même, là, tu sais, puis tu sais pas quoi faire avec ça parce que c'est un choc, là. Fait que je pense que d'avoir au moins quelque chose, tu sais, quelqu'un qui te prend par la main et qui fait... Ça va être une lumière, là, c'est un phare, hein? Oui, c'est vraiment un phare. Fait que, Je sais que, Élise, t'es nouvellement séparée. Ça fait à peine quelques mois après 23 ans de vie commune, donc du papa de tes 2 enfants. Comment ça se passe? C'est quand même compliqué, mais c'est un papa exceptionnel. T'sais. Fait que ça, je sais qu'on va être encore une équipe parentale forte. Là, on est comme dans la vague. On est encore dedans. Fait, et comment ça va se déposer puis se placer, on va le trouver, là. Tu sais, la logistique de tout ça. Mais c'est sûr que moi, j'étais partie sur la Rive-Nord. Là, j'ai fait le choix de revenir à Montréal aussi pour ça, parce que là, je suis toute seule des fois avec Théo et Tom. Fait que d'être en ville, pour moi, c'est d'avoir une possibilité de réseau puis de soutien. Exact. Puis là, t'es chanceuse. On le disait juste avant d'arriver... avec vous, en fait, en ce moment, c'est que tu as trouvé une résidence adaptée pour Théo, là. Oui. C'est une coop, mais qui a un logement adapté dans la coop. Puis ce qui est arrivé vraiment, c'est quand même quelque chose qui passe pas souvent, là. Puis le timing était parfait. Donc, on a un beau 5,5 avec une grande cour adaptée. Je peux sortir Théo dehors. Ouais, je suis vraiment... ça, c'est rassurant quand même. Vraiment. Puis la communauté, parce que c'est une coop aussi, fait que c'est des gens très... très aidants qui m'ont déjà tout écrit pour m'offrir du soutien. Fait que c'est ça. Fait que la séparation, dans ce sens-là, se passe bien parce que au moins, je sais que je suis pas toute seule. Vous êtes une équipe. Oui. Puis tu sens que vous allez rester une équipe parce que Dieu seul sait que c'est tellement important. Là. Oui.
Ouais. Comment tu vois l'avenir, Élise? Est-ce que tu y penses? Est-ce que tu essaies de pas trop te projeter vers l'avenir parce que c'est flou, parce que... Je pense que ça me fait peur un peu de me projeter. Parce que tu le disais là, tantôt que Théo a grandi, il est très corpulent, il est de plus en plus lourd. Oui, ça, cette partie-là m'inquiète. Je sais pas non plus au niveau de l'autonomie encore. Comme j'ai de la misère à le projeter, qu'est-ce qu'il va être capable de faire. Puis en même temps, il y a plein de potentiel. Fait que là, on dirait que j'espère trouver peut-être un programme de musique. Est-ce qu'il existe une école qui offrirait un programme? Il y a plein de monde qui nous écoute, hein? Il y a plein de monde dans les services des familles, mais notre balado, là, il se promène dans tous les milieux. Bon, ben mon dream, mon idéal, là, ça serait de trouver, mettons, une classe adaptée, mais qui offre un programme de langue ou un programme de musique. Parce que Théo, il y a ça en lui. Tu sais, il a vraiment des capacités intellectuelles et créatives. Fait que je trouverais ça comme vraiment plate d'être obligé de le priver de ça parce qu'il est aux couches. Est-ce qu'il va être aux couches? Aussi, c'est un questionnement. Là, il y a 10 ans, il est aux couches. Puis, pour moi, il est trop lourd pour faire l'entraînement à la toilette puis tout ça. Fait que comment ça va être dans 5 ans, 10 ans? Fait que, l'autonomie me fait peur. Puis dis-moi donc, est-ce que tu as été capable, est-ce que tu es capable de te reconnaître comme une proche aidante? C'est quelque chose qui existe? Je trouve ça bizarre un peu. Oui, pourquoi? Je sais pas. J'imagine le fait que c'est mon enfant. On s'occupe toutes de nos enfants. Là, fait que... Puis des fois, j'ai des amis qui me disent « Ah, t'es courageuse. » Mais comme... Tout le monde le ferait. Non, mais non, là, on le ferait. Mais il reste que les chapeaux sont nombreux dans la proche aidante. T'es un peu ergothérapeute, t'es la maman, t'es celle qui fait à manger, t'es celle qui conduit, t'es celle qui console, on est tous ça, là, de toute évidence, mais la charge est lourde. La charge est grande, là. Ouais. Mais ça, t'as pas de l'air encore à te reconnaître. Dans 10 ans, là. OK. Mais pour l'instant, je me vois plus comme une maman avec un enfant à besoins particuliers. Mais proche aidante, peut-être, je sais pas. je vais dormir. Pour l'apprivoiser. Oui. Et pour les parents, les familles, les proches aidants, les gens qui nous écoutent en ce moment, tu sais, une maman, un papa là, qui viennent d'avoir un bébé ou l'enfant a 1 an, 2 ans, puis ils viennent tout juste là, d'avoir un diagnostic comme toi, tu l'as eu il y a 10 ans. Qu'est-ce que tu pourrais dire à ces gens-là? Qu'est-ce qui te vient spontanément comme... Ben là, je vais radoter, mais vraiment de s'entourer, d'en parler. Moi, ça m'a pris du temps à en parler. Je sais pas pourquoi, mais j'en ai parlé, mettons, à ma famille proche, mais à un moment donné, je l'ai vraiment parlé à tout le monde. Je l'ai annoncé sur les réseaux sociaux. Puis je savais pas trop si c'était une bonne idée. Puis finalement, ça a juste créé un immense... clan. Je me suis vraiment sentie soutenue. Beaucoup de témoignages, hein, aussi, j'imagine. Oui, beaucoup de témoignages. Il y a des gens qui m'écrivent en privé pour faire « Ah, ça me fait du bien de te lire parce que moi, mon gars, telle affaire. » Fait que c'est important, je pense, d'en parler, mais aussi c'est ça, de ne pas se gêner pour aller chercher des ressources parce qu'ils ne viendront pas nécessairement à nous. Il ne faut surtout pas s'enfermer, en fait, puis s'isoler. Non. Parce que, justement... La gêne, la honte, la peur d'être jugé, la peur il y a 1001 peurs là, qui viennent avec ça. Puis ça peut facilement faire en sorte que les gens s'isolent. Hein? Oui, puis d'en parler avec une autre maman, ça fait tellement du bien. Ça fait que ça normalise un peu les choses. On se sent moins bizarre, on se sent moins en dehors, marge, en marge de la société. Comme pourquoi moi? Pourquoi comme tout le monde a l'air à avoir un enfant neurotypique, puis moi j'ai pogné le mauvais numéro, puis là finalement tu t'en vas dans un autre réseau avec d'autres mamans, puis tu fais OK, mais non, ça existe. Ça existe, c'est il y en a d'autres qui ont ces défis-là, puis fait que, sortir de chez vous, puis aller parler à des gens, ça fait une énorme différence. Élise, merci beaucoup. Hey, merci à toi. Ça a été vraiment chouette de te rencontrer, puis merci de ton ouverture, ta générosité, puis c'est clair que ça va parler à beaucoup de gens qui nous écoutent en ce moment. J'espère. Ouais, bonne route à vous tous, en fait. Je peux vous dire que
que ça a été un tour de force de l'avoir avec nous, puis j'en suis vraiment, vraiment... Je suis remplie de gratitude. Vincent, Guillaume, Mathis, bonjour. Salut. Merci. Ben, je sais que tu as jonglé avec ton horaire. Chargé, t'es en plein tournage, mais t'as pris du temps pour venir parler avec nous sur notre balado. Ça me fait grandement chaud au cœur. Ben, je suis là parce que je pense que c'est important d'en parler. C'est une cause qui me tient à cœur. Puis je suis là aussi pour toi parce que je sais que j'étais dans un environnement sécurisé. Là. J'ai besoin de ça, moi, pour parler de ces choses-là. C'est fin. Ouais, ben, parlons-en justement. Ton frère rouge, Jean-Sébastien, lui, est-tu plus vieux ou plus jeune que toi? Il est plus jeune que moi. Toi, t'es le grand frère. 13 mois de différence. Ah, quand même, c'est fait que c'est presque, tu sais... Dans la petite enfance, c'est presque des jumeaux, là, tu sais, pour ceux qui ont des enfants très collés, là, jusqu'à temps qu'on arrive, mettons, au secondaire, puis tout ça, là, comme quand ça commence, les différences arrivent, là, on s'en rend plus compte, mais tu sais, la petite enfance, là, tout le primaire, moi, c'est ça. C'est comme un frère jumeau, on était comme inséparables, on se suivait partout, puis moi, j'ai vraiment été élevé pour ma famille, ça a toujours été important, là, tu sais, l'unité, là, tu sais, on faisait des choses ensemble, on était toujours ensemble, tu sais, fait que c'est ça. Donc, très, très près de moi. Fait qu'on connaît l'acteur, évidemment, qu'on aime puis qu'on apprécie. On sait, je pense, beaucoup de gens savent que tu es le papa de 3 enfants. Ouais. Mais c'est intéressant, c'est touchant même de penser que toi, dans ta tête, c'est comme si tu avais toujours eu 4 enfants, en fait. Oui. À cause de Jean-Sébastien. Oui. Ça, cette nouvelle donne-là est arrivée justement quand moi-même j'en ai eu parce que tu peux pas savoir ce que c'est que d'être un parent tant que tu n'as pas de toi-même des enfants. Puis quand mon frère a toujours été mon frère, j'ai toujours vu ce rapport-là avec lui d'un point de vue de la fratrie, là, tu sais. Puis tant que c'est ton frère, tu dis, ben, il est là, puis il va toujours être là, puis j'aurais jamais à m'en occuper vraiment. Mais à un moment donné, quand tu as des enfants toi-même, quand tu deviens parent, tu vois tes parents devenir des grands-parents, donc tes parents devenir de plus en plus vieillissants, mais là, tout d'un coup, il y a comme... Ça change là, un peu là, la façon de voir les choses. Tu sais, moi, j'utilise souvent l'idée de... Mon frère a toujours été un peu dans mon angle mort, là, dans le sens que je sais qu'il était là. C'est une belle image. Ouais, c'est quoi ça? Ben, c'est comme quand tu conduis, tu sais que les voitures sont là, mais il y a un moment où ils sont plus là, mais tu sais qu'ils sont là, mais ils sont là quand même. Il faut que tu fasses attention. Il faut que tu te retournes pour les voir physiquement, mais il faut que tu fasses attention. Mais des fois, tu les oublies parce que, tu sais, évidemment, la vie étant ce qu'elle est, puis ça, c'est tout à fait normal. Moi, c'est mon frère. Mais je suis parti à Montréal, je viens de Québec, moi. Fait que je suis parti à Montréal, j'ai fait ma vie, j'ai fait mes choses. Mais là, tranquillement, là, mon frère, de plus en plus, il sort de mon angle mort. Il est sorti de mon angle mort. Là, je le vois, il est à côté de moi, puis on est presque côte à côte. Fait que là, tu sais, on avance ensemble. Mais c'est ça, mais comme je disais, à partir du moment où je suis devenu parent, là, cette idée-là d'avoir un jour peut-être à m'en occuper, jamais comme mes parents s'en occupent, là, tu sais, je prendrais jamais la place de... J'oserais jamais dire que je m'occupe autant de mon frère que mes parents s'en occupent. Là, c'est pour ça que des fois, je me sens comme un peu illégitime de dire, on parle de proche aidance, puis quand je parlais justement avec la personne avant de venir à l'émission, là, on a parlé ensemble au début, puis je sais pas si je fais bien venir à l'émission, je sais pas si je suis un proche aidant. C'est bien intéressant parce qu'il y a plein de monde qui se reconnaissent pas. Là, je pense que c'est 35%. C'est ça. Quand on regarde les statistiques, les gens, puis tu sais, proche aidant, c'est relativement un nouveau terme aussi parce qu'on disait toujours les aidants naturels, alors qu'on essaie d'éduquer les gens à savoir que c'est pas naturel. Oui, c'est naturel de prendre soin de quelqu'un de malade, de ta mère, de ton enfant, mais ça vient avec un rôle immense avec plusieurs chapeaux. Oui, puis on dirait qu'avec justement la pandémie puis tout ça, ce terme-là a pris de plus en plus d'espace même dans le langage gouvernemental, tu sais. Oui. Fait que pour moi, un proche aidant, dans la liste de la proche aidance, moi, je me retrouve, là, tu sais, en dessous de ceux qui sont légitimement formés, qui ont des capacités de le faire, mes parents et moi en dessous, tu sais. Ouais. Mais à force de discuter, je me rends compte que, tu sais... T'es pas mal égal, là. Pas mal égal. Plus ça va, en fait, puis mes parents sont formidables encore, là, ils sont très actifs, puis tout ça, mais veux pas, l'âge est là, on peut pas se battre contre ça. Mes parents sont au début des années... ils ont 70 ans, là, tu sais. C'est ça, quand même. Fait que là, de plus en plus, c'est comme une approche de plus en plus collaborative, tu sais. C'est un travail d'équipe. C'est un travail d'équipe. Ben oui. Moi, je pense, puis je veux pas me donner des fleurs, tout ça, mais je pense que mais je les aide de plus en plus. Il y a des fois, là, je lève des petits flags, là, tu sais, puis je m'excuse dans l'anglicisme, mais je dis, tu sais, ça, peut-être, tu pourrais penser à ça. Puis mes parents aussi, je vois que de plus en plus, mes parents me demandent des conseils. Tu sais. Oui, mais eux, ils n'ont plus de recul dans le sens que, j'imagine, hein, c'est ton enfant. Là, premièrement, je ne sais pas si on l'a dit, mais Jean-Sébastien a une déficience intellectuelle. Il est né comme ça. Il est né comme ça. Hein, il est venu au monde comme ça. Fait que, tu sais, tes parents, je veux dire, depuis qu'il est sorti du ventre de ta mère, que
eux autres sont collés sur cette réalité-là. Fait qu'à un moment donné, t'en as pas de recul. Fait que c'est bon d'avoir un grand frère qui, justement, est devenu parent lui aussi, qui va dire, hey, maman, papa, là, c'est comme, pensez pas que... Puis, tu sais, je pense que pour des parents, c'est un combat de tous les instants. Là. À partir du moment où ton enfant naît, puis ton enfant a besoin de ressources, puis de plus de soins, puis de soutien, ben, c'est un combat de tous les jours. Là. Puis, tu sais, tout devient comme un enjeu, malheureusement. Puis pas nécessairement à cause de l'enfant, mais à cause du monde dans lequel on vit. Puis... C'est ça qu'on réalise. C'est difficile de l'intégration à l'école, c'est difficile l'intégration dans le monde, dans la société, dans les 40 jours. Puis ça, tout devient comme un... Fait que ça, je pense que c'est très épuisant. Puis moi, je me rends compte aussi que, tu sais, jeunes, on avait comme chacun probablement nos terrains, tu sais, nos territoires. Là, tu sais. Moi, je m'occupais un peu de ce qui se passait sur le terrain, à l'école. Mais c'est ça, j'allais aller là. C'est que, parle-moi un peu de votre enfance. Là, ton frère, il est rendu à quel âge aujourd'hui? Mon frère, là, c'est moi, j'ai de la misère avec mon âge. Toi, t'es le grand frère. Oui, c'est ça. Moi, j'ai mon frère a 46. Tu sais, imagine, il y a 46 ans, quand t'accouchais d'un enfant avec une déficience ou un handicap, là, c'était 100 fois moins de services qu'aujourd'hui, tu sais. Oui, puis l'acceptabilité aussi, c'était pas la même chose. Exact, mais on parle des années 80. Aujourd'hui, ça a changé, tu sais, mais ça reste comme la cour d'école, le milieu est dur quand même là, envers ces gens-là. Il l'est beaucoup moins aujourd'hui, mais il l'est encore. Fait qu'il faut se ramener. T'as-tu pété quelques gueules, toi, quand t'étais plus jeune? Moi, je suis pas quelqu'un de violent, mais je suis quelqu'un de très protecteur, je pense. Je suis devenu par la force des choses à cause de mon frère, je suis pas mal certain. Mais j'ai dû le défendre quelques fois. Là, c'est sûrement. On est venu à quelques... Je suis pas nécessairement fier de le dire, mais des empoignades puis quelques petites oui, mais c'est normal. d'enfants. Frère, imagine quand t'as 7, 8, 9, 10, 12 ans, tu veux péter des gueules si on n'est pas gentil avec ton frère. Oui, puis tu sais, les cours d'école dans les années 80, c'était des fois presque des arènes de lutte. Là. Il se passait des affaires. Là. Ça a été très dur pour moi de voir brutal, tout ça. Par bout. C'est brutal, puis tu comprends pas nécessairement quand ça arrive. Puis c'est arrivé très tôt, ça. T'sais. Moi, je dis tout le temps, là, c'est comme une cassette, là, c'est cliché, je le dis tout le temps, mais moi, mon frère a eu une déficience intellectuelle quand le monde ou la société a dit qu'il y en avait une, dans le sens où dans ma maison, dans notre chambre, parce qu'en plus, on vivait dans un appartement à Québec, là, on était dans la même chambre, on partageait les mêmes choses, les mêmes jouets, on était comme... Là, moi, c'était juste comme mon petit frère qui me tapait sur les nerfs des fois ou que j'aimais d'autres fois, comme n'importe quelle autre fratrie. Puis, mais il n'y avait pas de différence notoire. Là. Tes parents n'ont jamais souligné ça non plus. Mes parents le soulignaient quand j'ai commencé à être en âge de le comprendre. Okay. Mais donc aussi, quand j'ai commencé, moi, à voir à l'extérieur que mon frère cadrait pas nécessairement dans cette société-là dans laquelle on vivait. Puis là, quand j'arrivais à la maison, je disais, là, telle affaire est arrivée, ben là, ils ont commencé à me l'expliquer. Puis ça, je pense que ça a toujours été important pour mes parents de nommer les choses, puis de dire les choses comme elles sont, pour mieux les comprendre, pour mieux essayer de les changer. Puis donc, c'est ça. Fait tout a été dit. Mais avant ça, ça servait à rien de commencer, je pense. Je pense qu'ils ont bien fait. Si tu n'as pas d'affaire à commencer à dire à un enfant de, je sais pas, moi, de 2 ans, là, ton frère a une déficience intellectuelle, il n'est pas pareil. Pourquoi? C'est pas nécessaire. Je comprends pas. Mais quand je suis arrivé, justement, dans la cour d'école, quand je suis arrivé, parce que comme on c'est le regard des autres qui ont fait que tu as vu des choses que pour toi, ça n'existait pas. Oui, c'est quoi ça, cette affaire-là? Pourquoi vous riez de lui? Pourquoi vous lui parlez comme ça? Pourquoi vous le traitez comme ça? Tu fais... Puis là, nécessairement, même si tu n'es pas d'accord avec ça, toi-même, tu commences à avoir un peu de recul par rapport à tout ça. Puis là, tu fais, oui, c'est vrai, dans le fond, il y a peut-être une petite différence. Puis en tout cas. Puis ça a été particulier aussi avec mon frère parce que comme il est dans une zone... Tu sais, mon frère est autonome puis très indépendant sur certaines choses, puis il a besoin de services puis de soins sur d'autres choses. Mais il est dans une strate un peu grise. Là, ça, c'est compliqué à avoir des services souvent. Exact. Parce que tu flottes entre deux cases. Là. J'ai des souvenirs un peu vagues. Là, pour moi, ce serait dur de dire exactement quand, mais je me souviens que mes parents se sont battus longtemps pour que même la société ou le gouvernement reconnaisse que mon frère avait une déficience intellectuelle, pour qu'il ait accès à des soins ou à plus... fait que tes parents se sont battus pour ça. Là. Oui, toute leur vie. Toute leur vie. Oui, puis aussi, je pense qu'il y avait... Mes parents aussi, c'est des gens socialement très impliqués. Fait que mon père, il a été longtemps représentant dans des organisations d'inclusion, là, fait qu'il voulait que mon frère a été dans des classes régulières longtemps. Fait qu'il se battait beaucoup pour l'intégration et l'intégration sociale. C'est quand même extraordinaire, Vincent, parce que
c'est une autre génération, là. Tes parents ont un peu plus de 70 ans aujourd'hui. Fait que tes parents, je veux dire, ils étaient allumés, là. Ils étaient allumés. Ils n'ont pas été des victimes, là. C'est non, comme... c'était vraiment c'était vraiment proactifs. Oui, puis visionnaires jusqu'à un certain point, là, tu sais, ils ont comme décidé que... Parce qu'on parle beaucoup de ça aujourd'hui, l'importance de l'inclusion, l'importance de l'intégration de ces gens-là dans notre monde, puis tout ça. Fait que c'était les premières fois qu'on entendait ça, tu sais, là, moi, je le réalise aujourd'hui. Mais à quel prix, tu sais, ça n'a pas été nécessairement... C'est beau, c'est des mots qui sont... C'est facile à dire, c'est facile de se battre pour ça, mais dans le concret, là, je veux dire, justement, quand on tombait dans ce qui était mon territoire, là, c'est-à-dire l'école, parce que nous autres, dans la petite école à Québec, comme on était très proches, mon frère était intégré dans une classe régulière, puis bon, il restait là. Fait qu'on est, au début, tu sais, moi, je suis en première année quand lui est en maternelle. Fait qu'on se suit, là. Fait que là, moi, je monte en deuxième année, il monte de peine et de misère en première année, moi, je monte en troisième. Il commence à doubler sa première année. Parce que, tu sais, c'est un système scolaire qui n'est pas habitué à ce genre de nouvelles donnes-là aussi. Là. Ouais. Fait que là, il commence à doubler. Puis à un moment donné, là la différence commence à se sentir. Puis là, ça commence à être... Fait que c'est ça. Ça commence à être... ça commence à être difficile l'intégration, tu sais. Parce que là, quand c'est là, puis c'est là qu'il est plus comme... Il fait face à toute cette intimidation. Puis, qu'est-ce qui est arrivé, c'est ça, à ce moment-là? Est-ce qu'il a changé d'école? Là? Es-tu allé dans une école spécialisée? Il n'était plus dans une école dite normale? Je veux pas parler pour mes parents, là, mais ce que moi, j'ai compris à l'époque, c'est que on a comme... je dis mes parents. mais mes parents ont comme décidé de favoriser son intégration sociale plutôt que cognitive et intellectuelle. Ouais. Fait que c'est bien beau, là, parce qu'il y en a eu des acquis. Là, mon frère, aujourd'hui, il sait lire puis sait écrire. Il est capable de se débrouiller. Là, il a son milieu de travail, il prend l'autobus, il est capable... il va sur Internet, il est très fonctionnel. Mais à un moment donné, ça, c'est bien beau, mais quand t'es toujours rejeté, puis comme acculé au pied du mur, puis t'es toujours comme victime d'intimidation. C'est pas drôle pour ton développement personnel, puis émotif. Toi, t'as vu ça. T'as été témoin de ça beaucoup, souvent, dans ta vie. Je l'ai vu être mis à l'écart, là, de plus en plus. Là, j'ai vu les gens, justement, on parle beaucoup d'intimidation, mais c'est pas juste l'intimidation, c'est verbal, mais le rejet, c'est une forme d'intimidation aussi. Se retrouver dans le coin d'une cour d'école tout seul, moi, j'ai Ça, je voulais pas. En tout cas, je m'excuse. Mais non, voyons. Non, mais tu vois ça, même quand tu es jeune, puis tu mets pas vraiment les mots sur le rejet, quand tu vois ton frère, mettons, dans le coin, il passait toute la récréation tout seul dans le coin. Tu le voyais, là. Ah oui. Si t'étais pas dans une autre école, c'est douloureux. Oui, c'est ça. Fait après ça, ben là, ils ont décidé de le mettre dans une classe dite spéciale. À l'époque, on appelait ça comme ça. Et c'est comme dans une école secondaire. Puis là, à ce moment-là, je trouve qu'il s'est comme déployé au niveau comme plus personnel. Il commence à avoir des amis, puis tout ça. Puis je pense que ça lui a fait beaucoup de bien, à ce niveau-là. Ce qui était important pour lui, Mais il a fallu quand même continuer à le suivre. Mais tu dis que tes parents ils ont plutôt opté pour sa vie sociale que sa vie intellectuelle, mettons, on va dire ça. Mais à quelque part, c'est un bon choix, non? Je pense que oui. Je pense que oui. Je pense qu'à cette époque-là, puis même aujourd'hui, en tout cas, c'est particulier de parler d'intégration. Je trouve que c'est facile à dire. Puis pour m'être impliqué pas mal dernièrement là, avec des organismes, mais dans le concret, c'est pas évident. Puis on met beaucoup la responsabilité sur les professeurs. Puis on dit, ah oui, on va intégrer ces gens-là. Mais après ça, les professeurs, ils se retrouvent avec des classes. Le système d'éducation est déjà défaillant pour des gens qui sont... Ça n'a pas de bon sens. Ils sont 36, puis il y en a 12 qui ont des besoins particuliers, puis sont avec d'autres qui en ont pas besoin. Puis ça marche pas. C'est ça. Fait que pour répondre à ta question, je pense que c'était vraiment, oui, c'est comme une bonne chose. Là. Il fallait que ça se passe. Il fallait le changer. Puis je pense qu'il a puisé tout ce qu'il avait à puiser à cette époque-là. Il est allé chercher tout ce qu'il avait à chercher, je pense, à cette époque-là. C'était vraiment oui, ils ont été très... Qu'est-ce que ça a fait de toi, tu penses, Vincent Guillaume, le fait de grandir avec un frère, justement, comme tu dis, moi, quand j'étais petit, il n'y en avait pas de différence, mais la force est d'admettre que la vie a fait que tu as bien vu que ton frère était différent. Mais qu'est-ce que ça a fait de toi comme être humain? Moi, je suis certainement, parce que tu es un gars, on se connaît pas beaucoup, nous. Mais je trouve qu'à chaque fois que je te vois, même dans tes rôles, dans tes personnages, tu es quelqu'un qui a énormément d'humanité. Puis, oui, t'es un gars super grandé, super terre-à-terre. Qu'est-ce que ça a fait de toi, le fait de grandir avec un frère déficient, un frère avec des besoins particuliers? Je suis tombé sur une étude à un moment donné qui disait que le sens de la responsabilité était plus développé chez les gens, la fratrie de personnes qui vivent avec une déficience intellectuelle,
je pense que, tu sais, je pense qu'il m'a inculqué cette espèce des valeurs, je pense, d'ouverture puis d'empathie, là, nécessairement. Malgré moi, là, ça m'est rentré là, à plus forte dose. Je pense que tout le monde peut l'avoir. Là. T'es pas nécessairement obligé d'avoir un frère déficient intellectuel pour être ouvert. T'sais. Mais moi, je pense que j'ai pas eu le choix de développer ces espèces d'habilités-là. Puis tu parles comme acteur. Moi, je considère qu'un acteur, pour qu'un acteur soit bon, il faut qu'il y ait une certaine ouverture. Pour bien jouer ton personnage, il faut que tu l'aimes, il faut que tu sois ouvert. Je pense que tu sois proche du monde pour être capable de reproduire ce que le monde est. Hein? Exactement. Fait que ça, moi, je dis souvent que je pense pas que si je fais ce métier-là, c'est probablement grâce à lui, un peu, à quelque part. Ce qu'il m'a donné comme acteur aussi, mais je ne sais pas. Peut-être que, je sais pas, mon frère a toujours été là. Moi, j'ai toujours fait beaucoup d'impro. Il a toujours été présent. J'aime pas ça donner émotif dans ce temps-là. Oui, ben c'est formidable. Ben non, parce que, les gens qui nous regardent en ce moment, là, ça les console rare de savoir qu'un gars comme Vincent Guillaume Otis, là, il y a un frère, puis que lui aussi, il vit les mêmes affaires que nous autres. Ça sert à ça, ce balado-là, hein? C'est de montrer que n'importe qui peut se retrouver dans ces situations-là, puis qu'on vit les mêmes affaires. Oui. Ultimement. Mais je prends la balle au bon parce que tu dis, de l'improvisation. Toi, tu t'es beaucoup impliqué. Tu as été coach de hockey dans des groupes pour ton frère. Tu l'as amené vers l'impro. Parle-nous un peu de ça. Mais c'est parce que, comme je disais tantôt, à un moment, ben moi, ma vie a continué. Là. On n'était plus dans la même école au primaire. Moi, je suis passé au secondaire. J'ai fait mon secondaire. Puis quand je suis arrivé au cégep, là, c'est là que mes parents ont décidé, à peu près, de faire monter mon frère dans une classe spécialisée au secondaire. T'sais. Là, moi, j'étais rendu au cégep. Mon frère était dans sa classe spéciale. Puis bon, j'ai toujours été très, très près de lui. Là, puis à ce moment-là, j'ai commencé mon frère, il y avait des activités organisées pour des gens qui vivent avec des handicaps, en situation de handicap, comme ils jouent au hockey puis tout ça. Fait que je me suis toujours retrouvé à être comme assistant moniteur, où j'ai toujours été là avec lui. Aujourd'hui, avec du recul, je me rends compte que c'était comme probablement une façon d'être près de lui puis d'avoir un œil sur lui. Oui. Okay, moi, je suis parti très vite en appartement aussi. J'ai quitté le nid familial assez rapidement. Fait que là, j'avais encore moins de contact avec lui. Puis à cette époque-là, il n'y avait pas de téléphone cellulaire, pas d'Internet, il n'y avait pas de rien. Fait que là, si on s'était reparlé à cette époque-là, il y a 20 ans, 30 ans, probablement je t'aurais dit, je fais ça parce que j'aime ça jouer au hockey, mais là, avec du recul aujourd'hui, je fais, c'est sûr que c'était ça. Je voulais être près de lui, je voulais avoir un œil sur lui, je voulais voir comment il allait, puis c'est une façon pour moi de le voir encore toutes les semaines, plus régulièrement. Puis après ça, j'ai fait ça, moi, j'ai fait beaucoup d'impro, puis mon frère est comme mon premier spectateur d'impro. Il a vu, j'ai fait beaucoup, beaucoup d'impro. Il a vu tous les matchs d'impro que j'ai fait, toujours assis dans la première rangée. En fait, mon frère a tout vu ce que j'ai fait. Toutes les pièces de théâtre que j'ai fait, il a toujours été là. Il a peu importe, que ce soit du Shakespeare ou de la comédie, il a tout le temps été là. Puis quand je faisais de l'impro, il était là tout le temps. Puis là, j'étais content qu'il soit là, puis on se voyait. Puis à un moment donné, j'ai fait « Hey! » On dirait qu'il y avait comme un intérêt pour ça. Fait que je suis allé voir son professeur de sa classe, puis j'ai dit, je pense que mon frère aime l'impro. Si vous voulez, je pourrais peut-être aller donner des ateliers une fois par semaine, juste pour aider, peut-être que ça pourrait aider au niveau du développement moteur, cognitif, verbal. Bon, là, c'était très, très, encore une fois, très théorique, là, très rationnel, tout ça. Mais dans le fond, encore une fois, aujourd'hui, je me rends compte que là, je faisais du hockey avec lui le jeudi soir, puis le mercredi à 2h, j'étais dans sa classe. Mais elle devait triper, sa prof, là, que toi, tu proposes ça. Là. Je pense que oui. Je pense que oui, dans le sens que ça fonctionnait vraiment bien. Ça rejoint tout ce qu'un humain, apprendre des textes, la lecture, exprimer des émotions. S'amuser aussi. Là, oui. C'est très ludique, là, tout ça. Puis comme moi, je connaissais bien à ce moment-là ces deux mondes-là, donc la déficience intellectuelle puis le milieu de l'improvisation, j'étais capable, je pense, de marier les deux puis d'arriver à quelque chose d'assez bien adapté. C'était pas compliqué. Là. Il y avait pas de. On faisait quand même des matchs. Là, je me rappelle qu'on faisait des matchs à la fin de l'année. Puis c'était vraiment des beaux moments, ça, parce que tous les professeurs, les parents étaient là. Puis de voir les parents aussi, de voir leurs enfants autrement que dans des. Justement, à avoir les soucis du quotidien, puis comment on va l'intégrer, puis comment on va faire pour les dîners. Puis parce que là, soudainement, l'enfant était comme dans une belle performance ou dans une... Pas de performance, pas un beau mot, mais... de se développer puis de briller, en fait. Oui, de briller, exactement. Oui. Ça, c'est le beau mot, puis tout dans le bonheur, dans la joie. J'ai vraiment des souvenirs très, très... Ça m'a beaucoup... Il y a quelque chose d'un peu égoïste, tu m'en rends compte, parce que ça m'a beaucoup apporté, moi, tout ça, quand même. Ça me donnait beaucoup. Mais ça permettait d'avoir un œil sur lui, encore une fois.
Là, je suis parti à Montréal après ça pour rentrer à l'école. Mais ça a dû être difficile pour lui, pour toi aussi, mais que son grand frère s'en aille avec toute la place que tu prenais dans sa vie. Oui, je pense que oui. Mais comme je dis, on a toujours été assez proches dans le sens que on a beaucoup de contacts, on s'appelait quand même régulièrement. C'était pas des grands téléphones. On passait pas 3 heures à côté de la vie, souvent même que c'était très... Ça va bien, oui. Puis moi, je posais des questions, 3 questions, un silence. Puis là, je voyais qu'il écoutait d'autres choses, puis il était pas là. Puis je faisais, OK, on se rappelle. Okay, mais je pense que juste ça, c'est assez, c'était juste un contact. Puis moi, ça coïncide aussi avec une partie de ma vie où là, j'ai commencé à avoir des enfants, puis là, le travail est arrivé. Et là, c'est comme... Là, il est rentré dans l'angle mort, là, solide. Là, à ce moment-là, mon frère était... Je savais qu'il était là. Mais je me disais, OK, mais à ce moment-là, mes parents étaient comme en plein contrôle de la situation. Ouais. Ils sont encore, mais ils étaient quand même plus jeunes. Mais là, tu vas trop vite pour moi parce que moi, je veux revenir. Justement, tu pars à Montréal, tu rencontres ton amoureuse. Vous voulez des enfants. Ça a été comment cette période-là? Parce que, bon, tu as un frère qui a eu une déficience intellectuelle. Est-ce que tu t'es posé, est-ce que vous vous êtes posé la question de, oups, si on fait des enfants, on pourrait, nous autres, ça peut être dans les gènes comme pas? Bien sûr. Est-ce que vous vous êtes posé cette question-là? Oui. Mais toutes ces questions-là, là, comme je disais, là, à partir du moment où tu as des enfants, tout ça devient comme plus nuancé. La réflexion n'est pas la même. Moi, avant d'avoir des enfants ou avant de rencontrer la femme de ma vie avec qui je savais que j'allais avoir une famille, je me suis toujours dit, connaissant ce que mon frère a subi, si jamais il y a un risque puis tout ça, je ne sais pas si je vais avoir des enfants, tu sais. Puis je disais toujours, c'est altruiste, là. C'est pas égoïste. Puis je me disais même, je suis la meilleure personne pour pouvoir m'occuper d'une personne, quelqu'un qui a une déficience intellectuelle. Mais je me dis, en tout ce que mon frère a vécu toute sa vie, c'est pas humain, mettons, de mettre quelqu'un au monde puis d'y faire vivre ça. C'est ça, c'était pas toi de le vivre, c'était que cette personne-là, ton enfant en l'occurrence, le subisse. Ouais. Exact. Ça, c'est quelque chose que tu dis quand tu parles pas aujourd'hui, je le sais, là, quand tu parles pas en connaissance de cause. Parce qu'à partir du moment où j'ai rencontré la femme de ma vie puis qu'on a voulu avoir des enfants, là, soudainement, tout ça devient comme beaucoup plus nuancé ou c'est plus juste noir ou blanc. T'sais. Non. Ça, c'est du cas par cas. T'sais. Après ça, c'est chacun a sa réflexion par rapport à ça. Puis moi, je la respecte. Ce que je déplore, c'est qu'on manque d'accompagnement. Souvent par rapport à ça. C'est souvent, les gens vont avoir des jeunes couples, vont avoir des enfants, puis on dit, ben là, vous pouvez avorter avant tel moment si vous voulez pas. Mais il n'y a pas d'accompagnement. Il n'y a personne qui accompagne ça pour dire, ben il y a des ressources si vous voulez. C'est pas noir ou blanc, en tout cas. Bref. Mais moi, j'ai commencé à avoir cette réflexion-là. Puis avec ma blonde aussi, on a commencé à dire, OK, qu'est-ce qu'on fait? Puis tout ça. Puis on a, juste pour savoir, pour aller au bout de l'exercice, on a commencé à faire quelques tests, juste pour voir, là, des tests comme génétiques. Puis là, mais vous aviez pris des prises de sang, ton frère et toi aussi, hein? Vous aviez fait ça? Ça, c'est le plus loin où je suis allé. À un moment donné, j'ai fait OK. On a fait. Parce que j'ai commencé par aller voir le dossier médical de mon frère. C'est juste pour voir c'est quoi. Je suis allé à l'hôpital, je suis allé le chercher. Ma mère m'a aidé. Puis là, on a sorti le dossier médical de la naissance de mon frère en 79, Saint-François d'Assise. Puis là, tu regardes ça, puis il n'y a rien qui est écrit. Il est né à telle date, il répond normalement. Tous les signes vitaux sont parfaits. Merci, bonsoir, on signe, puis c'est fait. Là, c'est parti, bonne vie. Rien d'autre. Il n'y a rien qui est écrit. Fait que là, tu fais OK, on va pousser un peu. Fait que là, je fais des prises de sang. Et là, moi, si j'en fais, il faut que mon frère en prenne aussi. Là, il en prend. Puis là, quand on se parle au téléphone, il faut que je lui demande. Puis là, il me dit pourquoi tu fais ça? Je dis, parce que je veux juste savoir si jamais j'ai des enfants, s'il y a un risque qu'il y ait une déficience intellectuelle. Nous, on nomme, tu sais, comme je te dis, on nomme les choses. Là, lui aussi, il est capable de donner ça. Là. Il nomme ça, ton frère. Là. Oui, il nomme. Mon frère, il a une conscience de son état. Oui. Moi, j'ai déjà vu mon frère chez moi, mettons, un témoin de Jéhovah rentrer à la maison, cogner puis dire, on vous offre le paradis jusqu'à la fin de vos jours. Mon frère dit, moi, je suis une déficience intellectuelle, je peux pas vous aider. Non, mais c'est quand même, tu vois, là, il y a une espèce de. Oui, il s'en est servi. Fait que tu vois, il y a une forme d'ironie. Il y a beaucoup d'humour, puis il y a beaucoup de. Mais c'est comme une conscience, il est capable de le nommer. Après, la compréhension, ça, c'est d'autres choses. Oui. Mais bref, donc, il me dit pourquoi tu fais ça? J'ai dit, je veux juste savoir. Mais tu veux savoir pourquoi? J'ai dit, je veux savoir si j'ai un enfant avec une déficience intellectuelle, qu'est-ce que je vais faire? Mais qu'est-ce que tu vas faire? Et là, soudainement, on dirait que toutes ces paroles-là de ah oui, moi, je vais faire ça. C'est devenu comme. Oui, puis. Pourquoi? Puis là, toute ma façon a changé, puis ça. Il a accepté de les faire. Puis je me souviens, j'ai rencontré une généticienne à Sainte-Justine que j'ai rencontrée dans son bureau. Puis elle m'est arrivée avec les 2 pédigrees chromosomiques. Puis elle a dit, regardez, ça c'est le vôtre, ça c'est celui de votre frère. On les a mis un par-dessus l'autre, puis ils étaient tous pareils.
Pareil. Pareil, C'est la même chose, vos aucune résultats. différence. Elle dit, c'est ça, là. On connaît 10% de tout ça. On n'est pas capable de l'expliquer encore. C'est énorme, là. Tu sais, là, ce qu'on peut faire, c'est il y a d'autres recherches au Texas. On peut mettre comme une molécule dans une affaire pour aller. Là, j'ai fait, OK. Là, on tire la plug. On tire la plug parce qu'aussi, comme il y a comme quelque chose d'humain qui a comme embarqué. Oui. Puis là, avec ma blonde, évidemment, c'est à stade 2 que ça se passe. Puis j'ai fait, es-tu d'accord? On y va. Si on va vivre avec, tu sais, puis J'ai vécu avec toute ma vie. C'est ça. Je l'ai vécu. Je suis quand même, je pense que ça m'a apporté beaucoup. Moi, ben, en termes de, tu sais, c'est encore une fois, je pense que c'est peut-être été plus dur pour mes parents, mais moi, j'en retire beaucoup de ça, tu sais, puis je vois l'incidence que ça, dans mon entourage, je vois l'effet que ça a sur mes enfants, tu sais. Je vois comment, parce qu'après ça, c'est ces espèces de cette ouverture-là que tu as, ça va avoir un débordement sur tout le reste, là, tu sais, l'homophobie, le sexisme, toutes ces affaires-là. Mes enfants sont pas parfaits, là, mais je vois qu'ils ont déjà, je les vois comme un peu plus ouverts naturellement par l'ouverture. Fait que dans le fond, là, j'ai fait, on y va, puis tu sais, on assumera, puis tu sais, donc, c'est ça. Fait que... Oui, absolument. Fait on a fait tout ce chemin-là, puis on a décidé, puis là, bon, la vie a fait que nos enfants ne vivent pas avec une déficience intellectuelle. Mais tout ça, à ce moment-là, quand on disait tantôt que je vis avec un 4e enfant, ça, toute cette réflexion-là me fait prendre conscience que éventuellement, il faut que je laisse une place, moi, de plus. Il faut que je garde une place dans ma vie pour une autre personne. T'sais. J'ai mes 3 enfants, mais j'en ai comme... J'aime pas ça dire enfant parce que c'est un adulte, mais... Oui, mais c'est un beau symbole de dire que t'en as un 4e, de qui t'as une charge. C'est ça. Dans ma famille, il y a un 6e membre dans ma famille. C'est ça. Puis il va en avoir... puis là, je parle pas de la définition de famille au sens comme traditionnel, mais ma famille rapprochée, il y a un 6e membre qui est là, puis tu sais... C'est non négociable. Il va toujours être là. Ah ben oui, c'est sûr. Puis tu sais... C'est non négociable, même si j'ai rien imposé à ma blonde, là, mais je pense que, je me souviens plus qui m'avait dit ça à un moment donné, mais moi, toutes les personnes qui ont partagé ma vie ont toujours été très ouvertes là, par rapport à ça, mais je pense que j'allais naturellement vers des gens qui l'étaient. Exactement. Ça aurait été, moi, impensable même en amont, là, d'arriver avec quelqu'un. Ah non, ça existait même pas. J'avais. Marie prend Peggy. Exact, oui, c'est ça. Tatoué dans le front. Oui, puis ça se faisait naturellement. J'aurais pas été capable de tolérer ça. Fait que j'ai jamais eu de discussion aucune de mes blondes pour dire là, il faut que tu acceptes que ça se faisait comme. J'allais naturellement vers ces gens. Ouais. Aujourd'hui, Jean-Sébastien est en appartement. Donc, il a quitté parce qu'il a toujours habité avec tes parents. Oui. Il a quitté. Paraît-il que ça a fait vraiment un immense trou dans la vie de tes parents. Ben, je pense que ils ont même un peu regretté à la limite. Je sais pas s'ils regrettent parce que c'est vraiment un beau cadeau là, qu'on a eu parce que c'est pas évident là, de trouver, c'est rare là, des appartements supervisés. Il n'y en a pas beaucoup. Il y a beaucoup de demandes, puis il n'y a pas beaucoup d'offres. Là. Et on a été chanceux de trouver un endroit. Fait que je pense que le soulagement l'emporte sur égoïstement l'idée de garder proche d'eux, tu sais. Mais c'est formidable. C'est extraordinaire. Il y a une amoureuse. Tout récent. Ah oui, il y a une amoureuse en plus. Il y a une amoureuse, puis il y a son travail. Mon frère a son travail. Il est sur, on appelle ça des plateaux de travail, là, tu sais. Il est là, il travaille toute la semaine. Il fait du ménage dans un cégep. Le cégep Limoilou, on habitait quand on était petit. Là. On allait jouer au terrain du cégep Limoilou, puis il travaille là. Son appartement est juste à côté. Lui, il y a une paye, là, toutes les semaines. Il a sa paye, il a sa vie. Il a sa vie, puis il fait ses choses. Il fait partie de clubs de pétanque, il joue au quai, puis il y a comme c'est formidable. Il est plus occupé que moi, là. Je veux dire, il est vraiment... Oui, il est super. Il est très bien. On est vraiment, vraiment très content parce que, c'est ça. Je pense que pour mes parents aussi, je sentais que là, ça commençait à être pas inquiétant, mais tu sais, c'est un souci, là. C'est un souci. Mais c'est parce que l'après... Veut pas, on pense à l'après. Il est dans l'après, là. C'est formidable, c'est positif, en fait. Pour même moi, je pense, puis je suis pas jeune, mais je suis pas vieux non plus. Là. Je suis comme un peu dans le... Mais on n'est pas à l'abri de rien. Là. Non. Même moi, je me dis, s'il m'arrive quelque chose, cet appartement-là, je suis content parce que là, il a sa place, puis si ça va bien, puis s'il fait bien les choses, il peut garder ça toute sa vie. Mais je veux dire, tant qu'on n'avait pas cette assurance-là, même moi, je me disais, s'il arrive...
mes parents sont vieillissants, ils sont plus là, si moi, il m'arrive quelque chose, qui va s'en occuper, là, tu sais? Qui va... Fait que c'est moins... Je veux vraiment pas mettre de l'ombrage sur... C'est mes parents là, qui ont le plus grand souci, c'est eux, là, mais quand même, c'est présent, tu sais. Je dirais que ça fait de plus en plus partie de mes préoccupations. Tu sais. C'est assez récent. Là, tu sais, on parle de, mettons, de 5 ans. Là. Depuis à peu près 5 ans, là, pour moi, avant ça, je savais que mes parents étaient là. Ils sont encore. Là, je sais qu'ils s'en occupent encore. Mais le fait qu'ils vieillissent un peu, tu sais, puis que là, on est de plus en plus, comme je disais tantôt, on collabore dans cette espèce de supervision-là qui est pour mon frère. C'est une préoccupation qui est de plus en plus constante. Tu sais. Elle l'est pour moi, elle l'est pour ma blonde aussi, parce que c'est des choses dont on parle. Ben oui. Là, bon, tu sais, il y a son appartement, puis on est super content, il y a son milieu. Mais longtemps aussi, il n'y a pas si longtemps, moi, je me disais, qu'est-ce que je fais, tu sais? Si mes parents peuvent plus s'en occuper, moi, je suis à Montréal, lui est à Québec, je l'amène ici, tu sais, en même temps, tu fais, je veux dire, je te ferais pas ça à toi, je ferais pas ça, je voudrais pas qu'on me le fasse à moi. Il y a sa vie. Il y a sa vie, il y a son réseau, il y a son... C'est pas... je veux dire, c'est pas des animaux, ces gens-là. Là, tu peux pas les déraciner comme ça et les enlever. Fait que ça, c'était vraiment comme... C'est une préoccupation qui était de plus en plus présente pour moi, là, de dire comment je vais gérer ça. Je le laisse... Il va rester à Québec, c'est sûr, mais là, moi, il va falloir que j'aille le voir, il va falloir que j'y parle à tous les jours. Parce que lui, son besoin... ses besoins essentiels sont plus de l'ordre de la... Tu sais, au quotidien, les soins personnels, l'hygiène, puis tout ça, ce qu'il mange, puis tout ça. Ça, il faut quand même qu'il soit supervisé là-dessus. Mais moi, avec cette distance-là, là, c'est de plus en plus présent avant qu'il trouve l'appartement. Là, maintenant qu'il est en appartement supervisé, il y a comme quelque chose... Oui, ça change la donne, tu sais. Mais ça reste quand même que... Là, mes parents, je le vois. Ma mère va le voir presque tous les jours, là, tu sais, pour s'assurer que les choses se passent bien. Il y a des travailleurs sociaux dans le bloc appartement qui sont là pour lui, mais ils sont pas à côté de lui en permanence. Non, il y a son appart. C'est ça. Alors, tu sais, c'est certain que moi, il faut... Là, je le sais, mais même à ça, je parle... Maintenant, quand je parle à mes parents, c'est tout le temps, bon, on parle de nos vies, comment ça va, vous autres, blablabla, on parle de notre santé, bon, le travail, puis tout ça. Mais il y a toujours une partie qui était moins là avant, qui est « Sébastien, comment ça va? » Ouais. Ça va-tu bien au niveau de tu sais, ça se passe-tu bien? Je dis Sébastien, c'est Jean-Sébastien, on dit Sébastien. Mais comment ça se passe pour lui, là, présentement? Est-ce qu'au niveau de son épicerie, elle fait-tu bien? Puis de plus en plus aussi, je me rends compte que je commence à regarder, puis plus à l'affût de, tu sais, des trucs de bouffe, des traitages. Là, un moment donné, j'ai vu quelque chose, je fais, ça serait bien, mettons, qu'il pourrait aller dîner au cégep à tous les jours, puis comme ça, il y aurait ça serait réglé. Je suis toujours en train de penser à ça. Sa retraite, mettons, l'argent pour la retraite. C'est ça. Il va en avoir une. Mais aussi, est-ce que vous en parlez avec lui, toi et lui? Est-ce que tu as déjà dit, serais-tu prête à t'en venir à Montréal? Ou ça, il n'est pas question que ça vienne à Montréal. Je pense que non. Hein? Je pense que non. On en a déjà parlé un petit peu, mais on dirait que même moi, je ne veux pas y imposer ça, mais lui, il a son milieu de vie. Là, il aime ça venir à Montréal comme en vacances pour venir voir. Un week-end, c'est beau. Là, venir voir ses neveux puis tout ça, mais sinon, non. Venir à Montréal, non. Fait que moi, je sais qu'il va falloir que l'avenir va être fait comme ça. Ça va être une supervision à distance. Une supervision très soutenue, mais à distance. Tout à fait. Puis s'il peut rester dans son appart. Juste avant de se quitter, je veux que tu me parles de la Fondation Le Pilier. Oui. Parce que de plus en plus, on t'a vu, d'ailleurs, c'est ce que fait qu'on t'a invité aussi. Tu t'es mis vraiment à t'impliquer au niveau de fondation. En fait, je dis Fondation Le Pilier, ça fait 40 ans que ça existe. Ouais. Et avant, c'était la Fondation Intégration de Laval, qui, eux, ont un parc immobilier. Et là, ben, tu as décidé aussi de t'impliquer. Ça fait-tu longtemps que tu t'impliquais avec eux? Ça fait pas si longtemps. L'année passée, il y a 2 ans, là, je ne veux pas me tromper là, sur les dates, mais j'ai comme participé à c'était comme un événement bénéfice là, très ponctuel, là, dans le cadre de l'événement de Mardi Je donne pour solliciter des dons. Puis ça a quand même cliqué entre nous. Là, moi, je venais de quitter la Société québécoise de la déficience intellectuelle. J'ai été impliqué là-dedans pendant 12 ans. Moi, j'étais porte-parole de la Société québécoise de la déficience intellectuelle pendant 12 ans. Puis j'ai quitté pour comme laisser la place à d'autres, parce que c'est important de changer d'air aussi pour eux aussi, puis de 109. Puis là, ils m'ont demandé de participer à ça pour une fois. J'ai accepté, puis ça a quand même bien cliqué. L'énergie était très bonne entre nous, puis ça coïncide aussi avec un moment, même moi par rapport à mon frère, parce que le Pilier, eux, en fait,
essentiellement, ce qu'ils offrent, c'est des milieux de vie sécuritaires à des gens qui vivent avec une déficience intellectuelle. Fait que c'est des services de répit de fin de semaine, des camps de jour, des appartements supervisés. Ils ont comme 8 ou 9 maisons dans toute la couronne nord de Montréal. Puis c'est vraiment un mouvement citoyen, là. C'est des gens... Parce qu'il faut savoir qu'à partir de 21 ans, les gens qui ont une déficience intellectuelle sont plus reconnus comme ayant besoin de soins de façon du gouvernement et de l'État. Fait que soudainement, il n'y a plus de ressources, il n'y a plus rien, puis ces gens-là se retrouvent... Alors qu'ils en ont encore besoin, même si ça se trouve, ils en ont besoin encore plus, puis il n'y a plus rien du tout. Exact. Fait que ces gens de la Fondation Le Pilier, c'est des parents souvent qui ont fait, ben là, il faut qu'on crée des milieux de vie. Puis il faut, pour se donner aussi du répit, parce que c'est des milieux de répit aussi, c'est pour les parents, c'est pour les parents aussi. Les proches aidants, là, c'est super important de ne pas aller... je le vois, là, moi, avec mes parents aussi, j'ai beaucoup poussé là-dessus. À un moment donné, ça prend beaucoup d'énergie s'occuper de quelqu'un. Non, puis toute une vie. Le gars, ton frère, il est rendu à plus de 40 ans, là, 45 ans. Exact. C'est toute une vie. Mais ça vous intéresse, lepilier.org, on prend ça en note, évidemment. Puis je trouve ça touchant en terminant, Vincent, parce que tu dis que toi, tu te vois vieillir avec ton frère, puis t'espères te retrouver dans une résidence, puis vous soyez tous les deux voisins, quasiment porte à porte, puis vieillir ensemble. Chacun son appartement, par exemple. Chacun ses appartements. Puis c'est pas juste moi qui demande cette indépendance. C'est lui le premier là, qui fait non, là, il est bien dans ses choses, puis il veut pas, là. Il est comme un adulte, c'est une personne. Hein, exactement. C'est formidable. Merci tellement d'avoir pris le temps de venir nous raconter ton histoire. C'est vraiment hyper inspirant. Ben, merci. Merci, Vincent Guillaume. Nous accueillons maintenant la directrice des soins et des services ainsi que de la porte-parole d'un organisme qui existe depuis 1999, qu'on connaît quand même assez bien parce qu'on a vu leur pub à la télé. Il s'agit de Le Phare Enfants et Familles et je suis contente d'accueillir Ariane Parent-Lemay. Bonjour. Merci d'être là. Ça me fait vraiment plaisir. Et je le disais, Le Phare, Famille, Enfants, Famille, il me semble qu'on connaît ça effectivement depuis longtemps, 1999. Oui. Ça va faire 30 ans là, dans peu de temps. On a vu les pubs à la télé, mais tu sais quoi, j'avais comme pas réalisé, oui, c'est pour des enfants malades avec leur famille, mais j'avais pas réalisé que c'était un service pour des enfants qui sont en fin de vie. Et ça, quand même, c'est quelque chose d'assez bouleversant. Absolument. Qu'est-ce qui fait qu'on... Ben, t'es d'abord une infirmière clinicienne. Exactement. De métier. Oui. Maintenant, tu travailles dans l'organisation de tout ça, mais encore, c'est quand même ton milieu de vie depuis longtemps, je pense. C'est plus qu'une job, là. Qu'est-ce qui fait qu'on se retrouve dans un milieu comme ça puis qu'on reste longtemps? On s'attache évidemment, mais encore... plusieurs facteurs. Je pense qu'à la base, il y a quelque chose de sacré. Il y a un grand privilège d'accompagner des familles en fin de vie, des familles qui ont un enfant qui a une espérance de vie limitée et des familles qui sont vraiment dans une trajectoire de fin de vie imminente. Pour moi, c'est le privilège de ma carrière d'être au Phare, d'être avec ces enfants, ces familles-là. Il y a quelque chose dans ces instants-là où on peut vraiment apporter une différence. On peut amener une fin de vie qui est digne, qui est dans la beauté. Ben, ça peut être beau. Oui. Puis, on a une chance de bien faire les choses en fin de vie, puis surtout la perte d'un enfant. Non, c'est juste inimaginable. C'est inimaginable. Donc, ça n'a aucune logique. Exactement. Donc, d'avoir le privilège de pouvoir contribuer, que ce moment-là soit empreint d'amour, de souvenirs, de moments significatifs, fait en sorte que on a la responsabilité d'être là puis de leur offrir. C'est une responsabilité immense. Absolument, parce que si pas nous, qui? Qui va accompagner ces parents-là puis ces enfants-là dans le pire moment de leur vie? De leur vie. Puis je parlais pour la suite. Oui, puis je parlais avec, je me souviens plus qui dernièrement, mais ça fait un bout de temps de ça, mais on se disait, tu sais, quand tu perds un parent, tu perds ta mère, t'es orpheline de mère. Quand tu perds ton père, ben t'es orpheline ou orphelin de père. Puis quand tu perds un enfant, est-ce qu'il y a un mot? Est-ce qu'on a trouvé un mot? On est des parents endeuillés. On est des grands-parents endeuillés d'un enfant. Mais il y a encore beaucoup de stigmatisation autour. Il y a encore beaucoup d'isolement. Ces parents-là sont tout seuls sur leur planète. Il n'y a pas beaucoup d'autres gens qui ont vécu la perte d'un enfant. Donc, au Phare, on est aussi dans l'accompagnement
après le décès, dans tout ce deuil-là qui va durer tout le restant de leur vie, à ces parents-là, ces grands-parents-là, ces frères et sœurs-là. Donc, nos services, notre mission ne s'arrête pas au décès. Notre mission, elle continue. Puis on continue à les tenir par la main, puis à les accompagner dans leur deuil, puis à leur offrir du soutien, puis à venir normaliser, puis offrir des ateliers pour vraiment mettre en lumière tout le travail qu'ils font, mais aussi mettre en lumière des rituels pour se souvenir de leur enfant, puis pour pas que la mémoire s'efface de leur enfant, parce que c'est la plus grande crainte de nos familles endeuillées, c'est qu'on se souvienne plus de leur enfant. Aussi, les parents disent ça, j'ai peur de plus me souvenir de mon enfant. Que les gens se souviennent plus, puis qu'à un moment donné, ils prennent la place qu'il y a dans la famille, elle s'efface tranquillement, pas vite. Donc, on se fait un devoir de les aider à garder ce souvenir-là, à garder ce lien-là avec leur enfant qui change, qui est plus physique, qui est plus charnel, mais à garder ce souvenir-là de leur enfant bien vivant parce qu'il a existé et il continue d'exister. Quand on arrive au phare, parce que Dieu merci que je connais pas le phare, je vais dire ça. Mais quand on arrive, est-ce qu'en général, les enfants et les familles qui arrivent là, c'est il leur reste comme une semaine, 2 semaines, 3 semaines, 1 mois, 3 mois. On peut être là combien de temps? Puis au lieu d'aller à la maison où on a déjà été à la maison, puis finalement, c'est là que ça va se terminer. Comment ça fonctionne, tout ça? C'est différent de la conception qu'on a d'une maison de soins palliatifs pour adultes, où on a vraiment la conception où il nous reste 3 mois à vivre. On se fait dire, on a 3 mois à vivre, donc on a accès à une maison de soins palliatifs adulte où on peut venir s'installer pour vivre ces derniers moments-là. Au phare, dans le soin palliatif pédiatrique en général, on suit vraiment l'enfant tout au long de la trajectoire de sa maladie. Donc, un enfant qui a un diagnostic qui fait en sorte que sa vie, elle a une espérance de vie limitée, là, on va le suivre puis on va offrir du répit. Les choses sont stables, la maladie évolue tranquillement, mais on va venir aider le parent en lui offrant du répit. Parce que ce parent-là, il porte 1001 chapeaux au quotidien. Donc, pour venir les soutenir dans l'épuisement parental, venir leur donner des outils, leur permettre de respirer, prendre soin d'eux, prendre soin de leur couple, prendre soin de la fratrie, on va offrir à peu près 30 nuitées de répit par année. À ça va s'ajouter, si on a des objectifs de soins, comme on dit qu'on est vraiment axé sur le confort, puis ça va moins bien, mais là, on va pouvoir choisir de venir au phare au lieu d'aller à l'hôpital pour gérer ces symptômes-là, gérer la douleur ou autres symptômes qu'on pourrait avoir. Puis après ça, quand on est vraiment dans une trajectoire de fin de vie, on met pas un chiffre, une semaine, on le quantifie pas parce que des fois, c'est très difficile à savoir, mais là, on va les accueillir aussi longtemps qu'ils ont besoin pour faire vraiment des activités pour, oui, prendre soin de l'enfant au côté médical, assurer les symptômes, le confort global qu'on va dire, donc sous toutes ces sphères. Mais on va aussi offrir un milieu qui est plus qu'un milieu de soins, qui est plus qu'un milieu qui va s'apparenter à l'hôpital, mais un milieu qui va beaucoup s'apparenter au domicile. Oui, puis c'est un milieu famille, c'est familial. C'est une maison, donc. On recrée un lieu familial. On a plein de salles, on va créer vraiment des endroits où l'enfant peut jouer. On voit aussi l'enfant au-delà de sa maladie. On respecte l'enfant dans le besoin, malgré la maladie, de jouer, de s'amuser, d'être dans le moment présent, de créer des souvenirs, de rire, de pleurer. Et on arrive à faire ça, on arrive à vivre. Oui. Puis je trouve que c'est vraiment ça la beauté du phare, c'est que on a l'impression qu'on va rentrer dans une maison où ça va être rempli de tristesse. On s'imagine, un enfant qui décède, des enfants qui sont décédés là, ça doit être tellement difficile puis chargé. Il y a tellement de vie au phare quand on ouvre la porte. C'est une maison remplie de rire, remplie de vie qui, oui, la tristesse, la peine, la colère habitent la maison en même temps. Mais je trouve que c'est ça qui est beau. Puis je trouve qu'en tant qu'humain, c'est ça qui est difficile aussi, c'est d'habiter la vie et la mort, la fatalité de notre vie au quotidien. Les deux extrêmes. Mais je trouve qu'au phare, on arrive à bien le faire. On arrive à honorer la vie, sa place, et honorer la mort et la place que la mort a là dans le continuum de la vie. Donc, quand on se retrouve au phare, j'imagine, est-ce qu'on a accès à des psychologues? Est-ce qu'on a accès à des conférences? Est-ce que la fratrie, justement, là, il y a une place pour les petits frères, les petites sœurs, les grands frères, les grandes sœurs? Ouais. C'est quoi ces services-là, là, concrètement, en fait? On a une merveilleuse équipe d'infirmières cliniciennes et de thérapeutes, puis de travailleurs sociaux, travailleuses sociales, donc qui, ensemble, vont suivre la famille tout au long de la trajectoire
de la maladie qui vont offrir du suivi individuel, des suivis de couple, des ateliers, autant dans la trajectoire de la maladie, puis ça va continuer là, dans le deuil. Donc, cette équipe-là va vraiment prendre en charge la famille dans leurs besoins, puis dans l'unicité de leurs besoins. Chaque famille arrive avec son vécu, sa trajectoire, puis on va être dans les accueillir, puis travailler avec eux, mais aussi les soutenir, normaliser, mettre des mots, puis leur permettre de profiter du moment présent aussi. Mais je trouve ça très rassurant de savoir que c'est pas juste quand on arrive au phare qu'on nous prend en charge. Vous êtes déjà dans la vie de cette famille-là, alors qu'ils sont bien avant cette étape-là. Oui, là, c'est ça. S'ils sont connus de nos services. Vous êtes intégrés dans les hôpitaux, en fait. Hein? Il y a comme, vous êtes en lien avec les hôpitaux, j'imagine aussi. Oui, c'est nos partenaires, c'est nos grands partenaires. On travaille très étroitement avec les 2 hôpitaux pédiatriques à Montréal, les 2 équipes de soins palliatifs dans ces hôpitaux-là. Puis, dans le fond, on a des familles qu'on connaît pendant des années. Après ça, qu'on va voir plus dans un processus de fin de vie. Il y a des enfants qui vont graduer de nos services parce qu'ils vont avoir 18 ans et plus. Puis des fois, il y a des familles qu'on ne connaîtra pas avant. Puis souvent, ils vont arriver parce que la trajectoire de fin de vie arrive subitement. Ouais. Quelque chose s'est passé d'aigu à l'hôpital. On a tout essayé. Là, on est rendu à ça. Donc, on va les accueillir sans les connaître. Mais c'est là qu'on va déployer toute la bienveillance puis toute la chaleur du phare pour les accueillir au phare. Mais il n'y a pas... Les familles ne sont pas obligées de venir au phare. C'est un choix. On est un choix, comme l'hôpital est un choix, comme le domicile est un choix, le phare est un choix. Puis notre souhait, c'est juste que les familles sachent qu'on existe, qu'ils puissent avoir accès à ce choix-là, puis si on en a besoin, puis s'ils désirent venir au phare. Absolument. Le phare, c'est Montréal, mais vous êtes aussi en lien avec une maison à Québec, une maison en Outaouais. Vous avez des partenariats? Exactement. Ben, on est 3 maisons de soins palliatifs au Québec. Donc, il y a nous à Montréal, il y en a une à Québec, puis une 3e qui va ouvrir en Outaouais qui n'est pas ouverte. Donc, tous des entités indépendantes, mais on travaille tous ensemble parce que... Ça ne s'appelle pas le phare nécessairement. Non, chacune a son nom. Là. Exactement. Okay. Et chacune a son nom. Par contre, on est une petite communauté, donc on s'entraide, on apprend les uns des autres. Nous, ça fait 25 ans qu'on existe, donc on est aussi dans faire rayonner notre expertise, pouvoir aider, pouvoir contribuer à l'avancement des connaissances, pouvoir former les gens, puis pouvoir aussi outiller surtout, je dirais, les gens, les professionnels de la santé de première ligne qui sont habitués de voir du soin palliatif plus adulte, qui ne voient pas beaucoup de soins palliatifs pédiatriques d'enfants dans leur carrière. Donc, on va venir les soutenir dans ça. Mais notre idée, c'est vraiment de pouvoir offrir l'ensemble de nos services, de nos soins et de nos services gratuitement pour les familles qui répondent à nos critères, là, qui sont dans des familles accompagnées en soins palliatifs pédiatriques. Vous diriez, c'est quoi les besoins des parents? Parce que vous disiez, la mémoire, on a peur d'oublier, mais encore... c'est un choix, quand on s'en va au phare, c'est parce qu'on l'a choisi. Alors, c'est relié à quoi comme besoin pour les parents? Pendant le répit, pendant la trajectoire de la maladie, dépendant des différentes maladies, c'est vraiment le répit qui est le besoin du parent, mais le répit dans un lieu qui est sécurisant, c'est ça. Qui savent que leur enfant va être pris en charge par des professionnels de la santé à la hauteur de ce qu'on retrouve dans les hôpitaux. Mais dans un milieu qui va aussi honorer l'enfant dans qui il est, dans ses capacités, dans ce qu'il est capable de faire. Donc, de voir l'enfant au-delà de sa maladie, comme je disais tantôt, de pouvoir s'amuser, puis pas juste être dans un lit. Quand on est plus dans une trajectoire de fin de vie par la suite, le besoin des parents, c'est... Il y a beaucoup des besoins, c'est d'avoir des moments significatifs. C'est de reprendre les chapeaux, tous ces chapeaux qu'ils portent, d'infirmières, d'ergothérapeutes, de nutritionnistes, de diététiciennes, tous ces chapeaux-là au quotidien qui font en sorte qu'ils sont des proches aidants, des soignants, et de pouvoir retrouver le seul chapeau qui est important à ce moment-là, c'est le chapeau de parent. C'est ça. C'est d'aimer, c'est d'être présent. Puis des fois, ça se traduit par « je veux prendre un bain avec mon enfant, je veux me coucher dans le lit, je veux écouter un film ». Je veux pouvoir souper sans avoir à penser à donner tel médicament. Ah, là, il y a mal. Ah. Ou même de faire à souper, c'est comme tellement pas là-dedans. Là. Exactement. Donc, de pouvoir avoir accès au moment présent puis à la nature même du lien parental qu'on a avec son enfant, de l'aimer sans avoir tous ces chapeaux-là à porter. C'est vraiment ça qu'on vient donner. On prend tous les chapeaux. On fait la nourriture, on fait le lavage. Vous êtes des parents. Qu'est-ce qui est important pour vous? Puis ça, c'est une question qu'on utilise beaucoup, beaucoup, beaucoup au phare. Puis en soins palliatifs pédiatriques en général, qu'est-ce qui est important pour vous? Qu'est-ce qui est significatif pour vous?
pas juste en termes médicaux, mais pour votre enfant. C'est quoi l'espoir que vous avez pour votre enfant? Puis l'espoir peut être très différent d'une famille à l'autre. Puis on va venir travailler autour de ça. Puis ça va être ça la force qui va nous amener à travailler avec la famille. C'est ça qui va nous guider au quotidien. Qu'est-ce qui est important pour eux? Puis chaque famille, c'est différent. Les familles, c'est faut fêter Noël en avance. Noël, c'est important pour nous, mais on va fêter Noël en avance. Ah oui. Pas de tout problème. est permis, là. Tout est permis. Tout est permis. On est tout petit, on est on l'a oublié, vous allez leur rappeler Exactement. que tout est permis, en fait. Ouais. Je veux juste que mon enfant soit bien. C'est ça qui est le plus important. Mais on va leur rappeler. Nos actions, c'est pour que votre enfant soit bien. Pour être dans le confort, c'est ça qu'on fait ensemble. Puis vous, est-ce que vous recevez des dons? Est-ce que vous avez des financements gouvernementaux? Parce que chaque organisme est tellement différent. Mais comment ça fonctionne chez vous? Avez-vous besoin de bénévoles? Est-ce qu'on peut aider d'une autre façon? Comment ça marche? On a absolument besoin d'aide. Dans le fond, le Phare, c'est un organisme à but non lucratif. Ouais. Donc, on est financé à peu près à 50%, à peu près, par le gouvernement. Mais par contre, l'autre 50%, qui est énorme... Vous faites des levées de fonds. C'est toute notre équipe, notre grande équipe de philanthropie qui travaille de façon acharnée annuellement pour assurer qu'on puisse lever ces sommes-là pour continuer à offrir l'ensemble de nos soins et de nos services gratuits. D'évoluer aussi avec les soins. Exact. Ce qui est au jour là, d'offrir les meilleurs soins possibles. Et là, il paraît que vous avez un nouveau programme du suivi de deuil. Ça, c'est quoi? C'est quoi ce nouveau programme-là? Bien, notre nouveau programme, c'est plus l'évolution, comme on vient de nommer, comment faire grandir. On a le souci au Phare de toujours être à l'affût des besoins de nos familles, d'évoluer, et donc pouvoir continuer à mieux accompagner nos familles. On arrive à un point où on veut offrir plus. Nos familles nous disent les besoins qu'ils ont. On veut pouvoir mieux accompagner la fratrie endeuillée. On offrait une séance, un atelier par année. On veut pouvoir leur en offrir beaucoup plus. Les grands-parents endeuillés, tous les deuils périnataux. On veut pouvoir accompagner après après la perte, une première grossesse après la perte. Donc, on veut vraiment venir exploser, si je peux utiliser ce terme-là, notre offre de service, parce que c'est important pour nous de reconnaître que le deuil d'un enfant, c'est important, il faut mettre en place des services. Oui, que ce soit après qu'on l'ait porté dans notre ventre puis qu'on l'ait perdu à la mort de notre enfant. Exactement. Qui peut avoir 10, 12, 15, c'est des 0-18 ans, exactement. Je pense. Fait que notre offre de suivi deuil, cette nouveauté-là, c'est plus une initiative qui vient exploser vraiment l'offre de service. Donc, on va offrir des suivis deuil de la période périnatale jusqu'à 18 ans. Puis, on n'est pas obligé d'avoir eu accès à nos services. On n'est pas obligé d'être une famille qui a utilisé le Phare. On peut avoir perdu un enfant sans jamais nous avoir connus, mais venir utiliser nos services de suivi de deuil. Donc, c'est vraiment la reconnaissance que le deuil, l'accès à un suivi de deuil sans frais, c'est important, c'est nécessaire. Ouais. Ça a un impact sur la suite de la trajectoire de vie de ces familles-là aussi, là, si on peut bien les accompagner. Ça fait longtemps, je pense, que vous êtes dans ce milieu-là, Ariane, hein? Moi, ça fait 5 ans que je suis au Phare. Ouais. Avant ça, ça fait 15 ans, plus de 15 ans là, que je suis infirmière. J'ai toujours œuvré en pédiatrie. La pédiatrie, c'est mon dada. Personnellement, j'ai perdu ma maman. Là, c'est moi qui vais donner émotive. Mais, moi aussi, j'ai perdu la mienne. Oui. Et puis, à domicile, je suis infirmière clinicienne, puis je suis infirmière de soins intensifs. Où que des morts, des fois, c'était pas dans la dignité nécessairement et dans la beauté, des fois très traumatique. Puis c'est là que j'ai eu l'éveil pour l'accompagnement, vraiment l'accompagnement humain dans le soin palliatif. Quand vous pensez en terminant, Ariane, auriez-vous comme il y a des moments plus marquants que d'autres, j'imagine, là, quand on est dans cette position-là, puis quand on accompagne des familles qui vont dire au revoir à leur enfant, là. Avez-vous un souvenir spontané qui vient? Puis j'imagine que ça crée des liens très forts avec les familles. Fait que il doit rester quelque chose de ça aussi. Moi, je vais toujours me rappeler mon premier décès au Phare. Puis ça fait vraiment écho à la magie puis à la beauté de l'accompagnement de l'humain. C'est d'avoir eu la chance d'accompagner cette famille-là, d'avoir eu des conversations, d'avoir appris à les connaître ce qui était important pour eux. Quand on était vraiment dans le moment du souffle qui vacille, du dernier souffle, de pouvoir leur dire
là, c'est le moment. C'est le moment de chanter la chanson que vous m'aviez dit qui était importante pour vous. C'est le temps de la prendre, puis c'est le temps de chanter votre chanson. Donc, de permettre à cette famille-là de les connaître assez pour leur donner ce moment-là significatif qui était l'intimité, puis ce qui était important pour eux, bien ça, c'est à jamais marqué dans l'impact qu'on a, puis pourquoi c'est important d'être là. Comme humain, comme clinicien, mais comme clinicien humain. Je pense qu'on est tous bien émus, là. Merci beaucoup, Ariane. Ça m'a fait plaisir. Vraiment. Puis bonne route au phare, parce que je sais que on le voit, ça fait tellement longtemps que vous faites un travail formidable, puis vous continuez de grandir, puis ben, les familles sont chanceux de vous avoir. Merci infiniment. Merci beaucoup. C'est déjà tout pour aujourd'hui. Un immense merci à Élise Cormier, Vincent Guillaume-Otis et Ariane Parent-Lemay d'avoir partagé avec nous leur quotidien et leurs apprentissages aussi. Sachez que vos témoignages nous rappellent que chaque parcours est unique et mérite d'être accompagné avec respect. Si, par hasard, ces témoignages ont résonné en vous, ben n'oubliez pas que vous n'êtes pas seul. Contactez Info Aidant au 1-855-852-7784 ou par courriel aussi à info-aidant@l'appui.org. Il y a des conseillères, des conseillers qui sont là pour vous écouter et vous orienter aussi. Et pour ceux qui accompagnent un proche avec des besoins particuliers, il y a le répertoire des ressources sur le site de l'appui qui va vous permettre de trouver des organismes et du soutien adapté près de chez vous. Que ce soit pour du répit, de l'aide à domicile ou même du soutien psychosocial, les ressources existent, sachez-le. Alors d'ici notre prochaine rencontre, prenez grand soin de vous et de ceux que vous aimez. À bientôt.